Je m'appelle Ida Grinspan, je suis née à Paris, dans le 12e arrondissement, le 19 novembre 1929. Dans quel milieu êtes-vous née? Que faisaient vos parents? Ah oui. Ah, mon père était tailleur sur mesure, il travaillait à la maison, ma mère l'aidait. Et de quelles origines étaient-ils? Mes parents venaient de Pologne, ils avaient fui la Pologne 5 ans plus tôt à cause de l'antisémitisme qui régnait à cette époque-là. Et vous fréquentiez quelle école dans le quartier? Alors je fréquentais l'école communale, rue des Alouettes, à 5 minutes de chez moi. Mais vos parents venaient-ils d'un milieu religieux ou pratiquant? Absolument pas. Absolument pas. En tout cas, s'ils venaient d'un milieu religieux, ça devait être assez lointain parce qu'à la maison, je n'ai reçu aucune éducation religieuse. Mais on parlait français à la maison? Non. Non. À la maison, mes parents, le temps qu'ils apprennent le français, mes parents parlaient le yiddish et ne se cachaient pas, comme bien des parents qui préfèrent parler yiddish pour pas que les enfants comprennent. Et bien, chez mes parents, c'était différent. On me parlait en yiddish, on m'a appris à comprendre le yiddish et je vous dirais que ça m'a et je l'ai béni, ça m'a énormément aidé en arrivant à Auschwitz, puisque le yiddish étant un vieux dialecte allemand, ça m'a permis de comprendre les ordres et j'étais très privilégié en arrivant au camp, le fait de comprendre les ordres. Il y a des petites choses comme ça qui... Mais quand vous étiez petite, vous avez très vite mieux parlé français que vos parents? Absolument, absolument. J'ai appris à parler le français à l'extérieur, à l'école maternelle, où je suis allée assez tôt. Bien sûr, j'ai parlé français. Alors, il y a eu une époque où mes parents me parlaient en yiddish, moi je répondais en français. Oui, mais j'ai appris bien plus vite, bien sûr. Et le polonais? Alors là, pour le polonais, c'était tout. Là, mes parents parlaient 2-3 mots de polonais pour ne pas que nous, les enfants, nous comprenions. Voilà, c'est tout. Et le polonais, non, mais j'ai appris un petit peu au camp, quelques mots au camp. Mais pas du tout à la maison. C'est-à-dire que j'étais pas dans un milieu religieux, mais un milieu quand même très... où notre judéité était quand même très profonde. Hein. Elle passait par le langage. Ensuite, moi, le jeudi, j'allais au patronage, j'apprenais le yiddish, j'ai appris à lire, à écrire, à faire du théâtre, à jouer des pièces de théâtre. Nous étions quand même très, très imprégnés du judaïsme, sans religion. Ils avaient un engagement politique marqué? Oui, quand même. Hein. Oui, c'était quand même. Je dirais que j'ai vécu le Front populaire sur les épaules de mon père. Donc, oui, quand même, oui, marqué. Oui. Vous aviez des frères et sœurs? J'ai un frère qui est plus âgé que moi, qui n'a pas été déporté. Quelle différence d'âge? 5 ans et demi. Est-ce que vos parents vous parlaient de la Pologne? Beaucoup. Mais comment parlaient-ils des Polonais? Eh bien, mes parents me parlaient beaucoup de la Pologne, puisque comme mon père travaillait à la maison, hein, ma mère allait souvent livrer, faire des courses, mais mon père était beaucoup à la maison. Quand on rentrait de l'école, donc mon père était là, où il nous parlait beaucoup de la Pologne, et il nous a parlé j'ai su toute petite ce qu'étaient les pogroms, hein. Et mon père nous faisait remarquer la chance que nous avions, mon frère et moi, d'être nés en France, d'être français, puisque nous avons été naturalisés dès notre naissance, comme c'était le mode de naturalisation à l'époque, de vivre sous la République, sous un régime toute petite. Ce sont des mots que j'ai connus toute petite, ça. Et mon père nous faisait beaucoup remarquer la chance de vivre en France. Ça, mes parents appréciaient beaucoup ils se croyaient protégés en France. Mais quel sentiment éprouvaient-ils vis-à-vis des Polonais? Je ne sais pas s'ils faisaient... Quel sentiment... Pour eux, la Pologne, c'était un pays antisémite, quoi, c'est tout. Je ne peux pas vous dire si ils n'avaient pas d'amis spécialement polonais à Paris, donc je ne sais pas quels étaient leurs ressentis. Ça, on parlait pas, vous voyez, ils ne parlaient pas des gens polonais, mais on parlait de la vie qui était comme ça là-bas en Pologne. Mais ils étaient venus en France pour la vie? Pardon? Ils étaient en France pour la vie? Non, pas du tout. Mes parents avaient pour projet d'aller au Canada. Alors ils sont d'abord passés par séparément. Hein. Ils se sont connus à Berlin. Ils ont vécu 3 ans en Allemagne. Hein. Ma mère avait un oncle. Elle a resté 3 ans. Ils se sont connus, fiancés, mariés religieusement à Berlin. Et puis je pense que c'était une crise économique qui a fait qu'en
En 24, ils ont quitté l'Allemagne. Mais par contre, ils me parlaient beaucoup de l'Allemagne et me disaient que, d'abord, ils sortaient énormément, ils étaient fiancés, et justement, ils me disaient qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en Allemagne. Avant Hitler, bien sûr. Ils ont quitté l'Allemagne en 24. Justement, c'était ça la différence. En Pologne, c'était les pogroms, mais en Allemagne, non, il n'y avait pas de... Parce que les Juifs étaient, d'après ce que j'ai su beaucoup plus tard, les Juifs étaient très, très assimilés en Allemagne. Dans votre souvenir, votre enfance parisienne a été une enfance heureuse? Tout à fait, très heureuse. Très heureuse. Très heureuse, j'avais une vie, j'étais très bien, j'étais bien à l'école, je me sentais bien à l'école, j'avais des bonnes camarades, je n'ai jamais eu aucune réflexion sur ma religion à l'école. En tout cas, du côté des filles, c'était comme ça. Je sais que du côté des garçons, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a déjà des insultes à l'époque. Mais du côté des filles, absolument pas. Et on vivait très bien. Mes parents travaillaient très dur. Ça me faisait mal au cœur. Mes parents travaillaient après dîner. Nous, on allait se coucher, puis eux travaillaient encore. Ils travaillaient dur, mais on manquait de rien. On allait en vacances et tout. J'étais très, très gâtée. Vous vous souvenez de l'arrivée des Allemands à Paris? Je n'étais pas à Paris. Vous étiez où? C'est-à-dire qu'en juin 40, au moment où l'Allemagne, où les troupes allemandes ont envahi la France, il y a eu un immense exode. Hein, de toutes les grandes villes du Nord, les gens partaient. Et bien à ce moment-là, mon école, qui n'avait pourtant pas été évacuée, mes parents ont pensé que je serais mieux à la campagne. Ils connaissaient, par l'intermédiaire de ma tante, une dame dans les Deux-Sèvres, dans un petit village. Alors donc, mes parents m'ont fait partir, mais me réfugier, pas me cacher, attention. Hein. Parce qu'il faut tout de même savoir que lorsque les Allemands arrivent en France, les Juifs ne pensent pas que ce qui se passe en Allemagne va se reproduire en France. Ça, c'est très important de le souligner. Donc, il n'y a pas une panique particulière. Bon, les Allemands arrivent en France, c'est gai pour personne, mais en tout cas, c'est pas plus pour les Juifs. Justement, les Juifs se sentent protégés en République française. C'est ça qui est c'est ça. C'était le sentiment chez vous, dans votre famille? Bah absolument. On parle pas du tout de... mes parents m'envoient me réfugier, pas me cacher. La preuve, à la nourrice, ils disent que je suis juive, et puis j'arrive à la campagne, les paysans savent que je suis une petite juive, et tout se passe très bien. Ils m'accueillent très bien. Et vous revenez quand à Paris? Je ne reviens... Je reviens juste pendant les vacances de Pâques en 42. Hein, mes parents me demandent de revenir pour qu'on soit tous réunis. Au lieu que ce soit eux qui viennent me voir séparément, c'est moi qui vais à Paris. Et c'est la dernière fois que je verrai ma mère, c'est dans les vacances, en avril 42. Et je reste 15 jours pendant les vacances scolaires. Je repars dans les Deux-Sèvres. Puis après, j'étais arrêtée. Vous étiez où à la campagne donc dans un petit village, un tout petit hameau des Deux-Sèvres, à 30 km de Niort. De Niort, oui. Et comment avez-vous appris l'arrestation de votre mère? J'ai appris l'arrestation, je l'ai appris par une lettre de mon père. Vous savez, le téléphone n'était pas vulgarisé comme maintenant, on s'écrit. Et mon père m'annonce que ma mère vient d'être arrêtée. Et comme je ne suis au courant de rien, que mes parents, pour me protéger, ne m'ont pas dit que dès 1941, des hommes juifs ont été arrêtés, j'ignore tout de ce qui se passe à Paris, et c'est mon père qui me dit que ma mère a été arrêtée, qu'elle est déportée. Elle a été arrêtée en avril le 16 juillet 1942, lors de la grande rafle du Veldiv. Et il y a eu des rumeurs, hein, il y a eu des rumeurs, pas des rumeurs, des bruits ont couru. On a dit, demain matin, le 15 juin, demain matin, on arrête les femmes et les enfants, parce que des policiers beaucoup de policiers étaient consignés à la cour de la préfecture, et nous, on connaît un inspecteur du côté de la famille de mon mari, qui s'est sauvé, qui est venu les prévenir à Belleville, leur disant, demain matin, il y a une rafle, on arrête femmes, enfants, tous ceux qui sont sur la liste, prévenez le plus de monde que vous pouvez. Donc, du côté de mon beau-père, ils l'ont cru, ils ont eu la bonne idée de le croire, ils sont pas restés à la maison et ils ont prévenu des gens. Du côté de mes parents, c'était différent. Ils ne connaissaient pas personnellement l'inspecteur, mais des bruits ont couru. Demain matin, il y a une rafle, on arrête des femmes et des enfants. Eh bien, ma mère n'y a pas cru. Ma mère a dit à mon père, qu'est-ce que ça veut dire des femmes et des enfants, pourquoi faire? Mais elle a eu peur pour mon frère, qui était un grand jeune homme déjà, et pour mon père. Donc elle a insisté pour que mon père et mon frère se cachent chez les voisins. Elle est restée à la maison, et c'est comme ça que ma mère a été arrêtée le 16 juillet 1942 par la police française le matin. Bon, ces précisions, je ne les ai pas sues dans la lettre de mon père. Je l'ai su après la guerre. Vous avez su à ce moment-là où est-ce qu'elle avait été déportée? Non.
Non, absolument pas. J'ai su qu'elle est passée par Drancy, mais j'ai rien su d'autre. Alors je peux vous dire qu'à partir du moment où j'apprends l'arrestation de ma mère, c'est vraiment un tournant. Je peux vous dire que c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Hein. J'ai 12 ans et demi, je ne sais pas ce qui se passe à Paris, et la première arrestation que j'apprends, c'est celle de ma mère. Alors là, je vis là beaucoup moins bien. D'abord, j'attends des nouvelles qui n'arriveront jamais, et je corresponds avec mon père régulièrement. On s'écrit, mon père quitte dans sa petite lettre, il me dit qu'il va se chercher un autre endroit, qu'il peut plus rester à la maison. Et il me dit, en bas de la lettre, il me dit, toi, tu es plus en sécurité à la campagne, j'aime mieux que tu restes à la campagne, voilà. Est-ce que votre père s'est senti coupable de cette arrestation? Écoutez, mon père ne sait, je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Puis après mon arrestation, je n'ai pas vu mon père. Mais ce que je sais, par des cousins, ce que je sais, c'est que après mon arrestation, mon père a perdu le moral. Parce que, bon, on avait arrêté ma mère, mais lui, j'étais quand même là. Et ça l'a complètement démoli quand il a su mon arrestation. C'est-à-dire que dans le petit bled où il était, il faisait des retouches, mais il se cachait beaucoup moins. Il commettait des imprudences. Et mes cousins m'ont dit, après la guerre, on dit, ton père a perdu le moral quand on t'a arrêté. Parce que ça a été... pour lui, c'était le coup final, quoi, qu'une gamine de 14 ans, j'ai 14 ans à ce moment-là. Il vous écrivait sous quel nom? Parce que je suppose que les lettres étaient censurées. Il vous écrivait sous votre propre nom oui, dans cette famille? Tout à fait, il m'écrivait sous mon propre nom. Mais depuis quelques mois, mon père écrivait à ma nourrice. Malheureusement, il n'y avait pas le téléphone, il ne pouvait pas la convaincre verbalement. Mon père écrivait à ma nourrice qu'il faut me rayer de la mairie, que je suis en danger, parce qu'il avait entendu que des enfants, même des enfants nés en France, français, on les arrête. Donc elle est allée voir le maire. Le maire était un homme absolument charmant, mais très âgé, qui n'était pas dans le coup. Et le maire lui a répondu, mais elle ne craint rien ici, je connais très bien le capitaine de gendarmerie, il me préviendra s'il y a du danger. En fait, il a envoyé 3 hommes me chercher. Est-ce que votre père avait été alerté déjà ou inquiété par le statut des Juifs en octobre 40? Bah, probablement, puisque mon père avait le tampon sur la carte, il était des tampons juifs sur sa carte d'identité. Vous savez, j'ai un nom de jeune fille très compliqué, un Fenserzab, difficile de passer au travers. Donc, vous savez bien, les juifs qui étaient très légalistes, on leur avait dit qu'il y aurait des sanctions s'ils se déclaraient pas. Je sais pas le pourcentage, mais une grande majorité des juifs ont préféré être en règle et se sont déclarés. Donc, mes parents se sont déclarés, ils avaient le tampon. Sous ce nom-là? Sous ce nom-là. Qui était le vôtre? C'était votre nom de jeune fille. Grinspan étant le nom de... Tout à fait. Alors Grinspan, c'est mon nom de femme. Je suis divorcée, mais comme j'ai un nom très compliqué, j'ai demandé à mon ex-mari s'il voulait bien que pour que j'ai le même nom que ma fille. Alors il n'a fait aucune objection, donc je porte le nom qui n'est pas le nom de mon ex-mari, voilà. Plutôt que le nom de... Pardon? Plutôt que le nom de... Fenserzab. Qui est effectivement compliqué à prononcer pour les Français. Le Fenserzab. Comment s'est passée votre arrestation? Ça s'est passé où et quand? Alors, mon arrestation s'est passée la nuit du 30 au 31 janvier 1944. C'était un dimanche soir. À minuit passé, 3 gendarmes se sont pointés, là où j'habite. Ils ont dit à ma nourrice, on vient arrêter la petite juive qui vit chez vous. Vous savez, le dialogue, je le connais par cœur. Tant qu'elle a vécu, ma nourrice, elle me l'a raconté. Alors, ma nourrice leur a répondu, mais enfin, c'est pas possible, vous n'allez tout de même pas emmener cette gamine. J'avais 14 ans et 2 mois. Eh bien, le brigadier, c'est-à-dire le chef des 3 gendarmes, lui a répondu sèchement, nous, on a des ordres. Si on la trouve pas, on emmène votre mari. Alors, elle est venue dans ma chambre. J'avais entendu du bruit, mais je savais pas que c'était les gendarmes. Elle est venue m'expliquer ce qui se passait. Alors, pendant qu'elle m'expliquait ce qui se passe, l'arrestation, l'espace d'un éclair, parce que la pensée, ça va vite, l'espace d'un éclair, j'ai réalisé que nous sommes au rez-de-chaussée, ma chambre est au rez-de-chaussée, il y a une porte-fenêtre, je peux sortir par la porte-fenêtre sans être vu par les gendarmes qui sont sur le devant de la maison, aller chez n'importe quel voisin tout proche, moi je savais que les voisins m'aimaient bien, ils m'auraient ouvert, mais quand elle me dit, ils ont dit que si on ne te trouvait pas, on arrêtait Paul, c'est son mari, à partir de ce moment-là, je baisse les bras et dans ma tête, il n'est pas question que je laisse arrêter son mari à ma place. Donc je ne me suis pas sauvée. Donc vous les avez suivis?
Donc elle m'a dit prépare des affaires. Ils ont dit de préparer, que tu prépares des affaires de rechange. On est en plein hiver. Et elle me dit, ils m'ont demandé à moi de préparer des vivres pour quelques jours. Alors j'ai préparé ça. À la campagne, on fait des conserves soi-même. Mais elle s'en est pas tenue là, la brave femme. C'est elle qui a réveillé les voisins d'à côté. Et parmi les voisins d'à côté, il y avait l'adjoint au maire de la commune. Alors il est arrivé et il a essayé de discuter avec les... Il a quand même un certain charisme. Lui, il a discuté avec les 3 gendarmes, leur dire qu'il y avait quand même un moyen de ne pas m'arrêter. Eh bien, c'était pas pour rien que le capitaine a envoyé 3 gars. L'un a dû avoir peur de l'autre. Ils n'ont rien voulu savoir, ils m'ont embarqué. Mais elle a réveillé les voisins d'à côté. Ils vous ont emmené où? Alors, ils m'ont emmené où? Alors, ils m'ont emmené où? C'est pas triste de voir la mentalité. Ils m'ont emmené à la gendarmerie dont ils dépendaient, c'est-à-dire à 8 kilomètres, hein, à la gendarmerie de Melle. Et là, il était déjà très tard, parce que toutes ces discussions avaient duré longtemps. C'était déjà tard dans la nuit. Alors là, le capitaine de gendarmerie, il nous attendait. Il était en haut du perron, il nous attendait. Il avait lancé un ordre de mission, il nous attendait. Et il m'a fait entrer dans son bureau, et il a commencé à me cuisiner, on ne peut pas dire autrement, pour connaître l'adresse de mon père. Et ça, c'est bien pour constater la bonne fusion qu'il y avait entre une petite gendarmerie de province, vous savez, Melle, 10 000, 11 000 habitants, et la commandanture de Paris dont dépendait mon père. C'est-à-dire qu'on savait qu'en m'arrêtant, attention, il y a le père, il est encore en liberté. Alors évidemment, bien que n'ayant que 14 ans, on comprend le danger, j'ai dit que j'avais pas de nouvelles de mon père. Alors, il m'a pas cru, bien sûr, il a insisté. Et je lui ai dit, depuis que ma mère est arrêtée, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. Il ne m'a posé aucune question sur ma mère. Ma mère, il savait qu'elle était arrêtée, c'est mon père qui voulait. Et puis, moi, je me suis sentie, bien sûr, comment dirais-je, il m'a pas brutalisé, hein, il a essayé de m'intimider, il m'a interrogé longuement, et quand il a compris que je ne parlerais pas, il a laissé tomber, donc, et ils m'ont emmené dans un dépôt. Dans un dépôt qui avait été organisé à Niort, dans un dépôt où on avait rassemblé une 50aine de personnes juives qui avaient été arrêtées la même nuit que moi. Et ensuite? Ensuite, en vrai, je vous dirais quand même que ma nourrice est allée voir le curé qui lui a fait un certificat de baptême. Elle est allée à la commandanture, oui, c'est important quand même. Elle est allée à la commandanture, elle a été reçue par le chef de la commandanture. Elle était toute intimidée, elle n'a jamais parlé un allemand. Et elle a dit que elle avait une petite jeune fille d'origine juive qui était maintenant baptisée. Elle a montré le certificat de baptême. Et le chef de la commandanture lui a dit, oui, très bien, madame, très bien, mais par qui a-t-elle été arrêtée? Elle ne pouvait pas dire au chef de la commandanture que c'était un Allemand qui m'avait arrêtée. Alors elle a dit, elle était arrêtée par les gendarmes français. Alors il lui a ri au nez carrément, il lui a dit, mais madame, vous comprendrez très bien, puisque c'est la gendarmerie française qui l'a arrêtée, vous comprendrez très bien que je ne peux pas intervenir. Hein, il a renvoyé la responsabilité à la gendarmerie. Elle a fondu en larmes parce que elle a compris qu'il se moque d'elle. Elle a surtout compris qu'il veut rien faire. Il avait un mot à dire et j'étais libérée. Et c'est là qu'elle est venue me rejoindre dans le dépôt. Et elle a su, elle est arrivée à savoir, elle était accompagnée par quelqu'un, elle est arrivée à savoir où on avait mis les gens qui avaient été arrêtés la veille. Elle est arrivée dans le dépôt, on l'a laissée rentrer, et elle m'a raconté ça, elle pleurait, elle n'arrivait même pas à respirer. Moi, je pleurais pas, mais elle n'arrivait pas à respirer. Et les gens du dépôt lui ont dit qu'on allait partir à Drancy. Et le surlendemain, on est parti à Drancy. Voilà. Cette femme, cette nourrice, comment s'appelait-elle? Alice comment? Alice Marché. C'est bien que son nom... Bien sûr, c'est bien parce qu'elle a fait des choses très émouvantes après. Oui, Alice Marché, donc elle a... Mais avant de parler d'après, je voudrais juste... Non, je continue. Ah oui, à ce moment-là. Je continue, donc nous avons été transférés en train jusqu'à Paris, à Paris en autobus. Je vous signale quand même que pour escorter 58 personnes, on a mobilisé 20 gendarmes, dont 2 gradés. Hein, c'était vraiment important. 20 gendarmes, dont 2 gradés. On sait maintenant, il y a les procès-verbaux, on connaît tout ce qui s'est passé. Nous étions 58 personnes et nous sommes donc arrivés à Drancy. J'étais assez intimidée par ces grands bâtiments de l'époque. Moi, je vivais à la campagne, je connaissais pas ces grands bâtiments. Et dès le lendemain matin, on nous a convoqués au secrétariat. On nous a dit qu'on allait déporter dans les quelques jours, on allait aller travailler dans des camps en Allemagne. Je vous dirais qu'on ne parlait pas de... Auschwitz n'a jamais été prononcé à Drancy. Hein. On ignore totalement l'existence de Drancy, ni ce qu'il s'y passe.
Et on nous a dit quelque chose d'énorme. On nous a dit que ceux qui avaient de la famille qui avaient été déportés, on allait les rejoindre. Moi, j'avais 14 ans, je l'ai cru. Je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, bon, maman, j'ai pas vu maman depuis 1 an et demi. Je vais retrouver maman, c'est pas si grave que ça. Mais autour de moi, les adultes qui avaient de la famille l'ont cru aussi. Donc, ça nous a tous réconfortés de penser qu'on allait retrouver les membres de notre famille qui avaient été déportés avant nous. Je vous dirais à telle enseigne que j'ai gardé jalousement mes provisions. Je les ai pas ouvertes. Et je me suis dit, quand je retrouverai maman, elle sera contente d'avoir des bonnes choses à la campagne. Et pourtant, je peux vous garantir qu'à Drancy, la nourriture était vraiment infecte et insuffisante. Mais c'est pour vous expliquer l'atmosphère de Drancy. Les gens qui avaient de la famille ont cru qu'ils allaient les rejoindre. Le voyage a duré combien de temps? Le voyage, c'est une horreur. Il a duré 3 jours et 3 nuits, c'est absolument une horreur. Tous les rescapés vous diront pareil, c'est une horreur. On est entassés dans des wagons à bestiaux. Sur le plancher, on a juste éparpillé un petit peu de paille. On est si serré qu'on n'arrive pas à s'asseoir correctement. On est assis sur le bout des fesses, mais on ne peut pas allonger les jambes. On doit ramener les jambes vers nous parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a une toute petite lucarne qui laisse entrevoir le jour. Sur le côté, on a mis un seau d'eau. Alors, on sait qu'on a voyagé, on sait, hein. Moi, j'ai pas compté combien on était, mais on sait qu'on a fait voyager les gens de 60 à 70 et 80 et des fois plus dans un wagon à bestiaux. Alors, il y a donc un seau d'eau pour tout le monde. Et une espèce de cuve, une immense cuve en guise de tinette, c'est-à-dire en seau hygiénique collectif. Eh bien, quand le train a démarré, pendant un long moment, vous savez que personne n'a osé aller à la tinette. Hein. Je vous dirais que c'est la première humiliation que nous avons subie. Mais, quand des gens ont eu besoin d'y aller, je peux vous dire que tout de suite la solidarité s'est installée. J'ai vu des grandes personnes attraper un manteau, le tenir à chaque bout, pour camoufler les gens qui allaient à la tinette. Et ensuite, les gens qui avaient été cachés, c'est eux après qui cachaient les autres. C'est-à-dire que par de tout petits moyens, on a essayé de garder notre dignité. Ça, tout de suite, ça s'est fait, ça. Enfin, les conditions de voyage étaient épouvantables. On n'avait pas de position pour dormir, puisqu'on était tellement serrés. Et ce qui s'est passé, le clou, ça a été, au bout d'un moment, l'eau a manqué. L'eau a manqué parce qu'il y avait juste un seau d'eau pour tant de personnes. L'eau a manqué, mais la tinette a débordé. Elle a débordé parce qu'elle était pleine à ras-bord, ce qui fait qu'une partie de son contenu s'est carrément répandue par terre dans le plancher, ce qui fait que nous avons dû poursuivre le voyage dans une puanteur absolument insoutenable. Je vous dirais que du voyage, c'est le pire souvenir que j'ai, et je ne suis pas la seule, parce qu'encore une fois, les conditions de voyage ont été pour tout le monde pareilles. Je vous dirais que ça devenait tellement pénible que j'entendais, moi, les adultes, pas moi, pas les enfants, j'entendais les adultes qui disaient « Vivement que l'on arrive, ça pourra pas être pire ». On avait vraiment l'impression de toucher le fond. Rien ne serait aussi pire que ce voyage. On avait d'arriver Vous savez, on se faisait pas d'illusions. On pensait bien, on parlait entre nous, on pensait bien que le travail serait dur, on mangerait pas bien, ça serait pas facile. Mais au moins, être comprimés comme ça les uns contre les autres sans pouvoir dormir vraiment, on dormait par à-coups. Et dans cette puanteur, c'était horrible. Horrible. Ce qui fait que lorsque... Pendant les 3 jours, les portes n'ont jamais été ouvertes? Si, on a ouvert les portes une fois, et une fois en pleine campagne, en pleine campagne, les SS sont venus dire ceux qui veulent, ils peuvent descendre, si on voulait aller faire nos besoins. Donc, on était très gênés, parce qu'il y avait plusieurs Allemands, mais moi, je me souviens, il y avait plein de neige, j'étais dans la campagne, il y avait plein de neige, on a essayé de se cacher un peu, de pas être vu, et on a fait pipi dans la neige, quoi. S'il y a eu une halte. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous saviez où vous étiez? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que l'arrivée, elle est organisée pour tout le monde pareil, tout est méthodique, elle est faite... Alors voilà, je vous dis que on disait vivement qu'on arrive, ça ne pourra pas être pire. Ce qui fait que lorsque le train a stoppé, brusquement, le matin du 4e jour, tous les voyages duraient 3 jours et 3 nuits. Bon, le train a stoppé brusquement, on a entendu déverrouiller les serrures parce que nous avons voyagé en wagon plombé. On a plombé de l'extérieur les portes pour ne pas qu'on puisse s'évader. Ce qui fait qu'on a entendu grincer les serrures, on déverrouillait les serrures et les portes à glissière se sont ouvertes brusquement. On a été projetés on a d'abord aperçu un paysage de neige, il y avait énormément de neige. Là, à Paris, il n'y avait pas de neige, mais là-bas, il y a beaucoup de neige. Et on a été accueillis, entre guillemets,
par des cris et des hurlements. Alors là, c'était quelque chose de terrible. Et cette mise en scène, elle était là pour tout le monde, pour nous faire peur. Qu'est-ce que c'était? C'était tout un groupe de SS qui était là. Ils avaient leurs chiens, avec leurs chiens, qui ont commencé à hurler « Schnell, Schnell, raus, los, los, Schnell, Schnell ». Les chiens qui ont commencé à aboyer, quand le maître parle, le chien. C'était une cacophonie, quelque chose de terrible. Écoutez, nous, on était complètement groggy parce qu'on n'avait pas vraiment dormi pendant les 3 nuits. Et d'entendre ces bruits-là, c'était fait pour nous faire peur, mais ça nous a fait peur. On se demandait vraiment qu'est-ce qui arrivait. Et on a ouvert tout de suite. Et tout de suite, il y a eu un commando d'hommes qui est venu au-devant de nous. C'était les prisonniers déportés en pyjama rayé. Hein, qui sont arrivés, qui nous ont fait signe, faut descendre. Hein. Il a fallu sauter dans la neige. Là, moi, je suis arrivée en plein hiver. La neige a amorti le choc, mais sans ça, le wagon est beaucoup plus haut que le quai de la gare. Mais nous, la nuit. Non, je suis arrivée dans la journée le matin. Il y en a qui sont arrivés la nuit. Et alors, on a tout de suite dit, faut tout laisser sur place. Ils nous ont dit, faut tout laisser sur place. C'est-à-dire, fallait laisser les petits bagages qu'on avait été autorisés à emmener, un peu de linge de rechange, les sacs à main et tout. Et je peux vous dire que moi, quand j'ai dû abandonner dans la neige les provisions que je réservais depuis déjà une dizaine de jours, je gardais les provisions près de moi. J'ai dit à personne que j'avais des provisions de bouche. Quand j'ai dû abandonner les provisions dans la neige, je me suis dit en moi-même, ça c'est bête alors. Quand je vais retrouver maman, je ne pourrais pas lui donner. Bon, voilà ce qui dominait chez moi. J'étais sûre que j'allais retrouver ma mère et maintenant on me prenait ce que j'avais gardé pour elle. C'est pour vous dire dans l'esprit lequel on se trouvait. Et on a immédiatement séparé les hommes des femmes. Et quand avez-vous su comment s'appelait l'endroit où vous étiez? C'est moi vous expliquer. Voilà. Et alors donc, les hommes sont à gauche, les femmes et les enfants à droite. Et on nous dit rassemblement en tête du train. Alors, mon wagon se trouvait presque en queue du train. Moi, j'ai suivi 2 jeunes filles que j'avais connues dans le train, 2 jeunes filles qui avaient une vingtaine d'années, et je les ai suivies. Et il y a une dame qui était là avec son mari, qui avait des cheveux blancs, qui était là dès le premier jour à Niort, qui était très gentille avec moi, qui essayait de s'occuper de moi. Elle m'a demandé que je l'attende. Elle m'a dit, Ida, attends-moi. Et moi, je n'ai pas voulu l'attendre. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai suivi les jeunes filles, je savais qu'elles marcheraient moins vite. Je sais pas, j'ai culpabilisé après, mais sur le moment, je ne l'ai pas attendue, je ne lui ai même pas répondu, j'ai emboîté le pas des 2 jeunes filles, et nous avons remonté toute la rame du train, puisque notre wagon se trouvait presque en queue du train. Nous avons marché très vite. Pourquoi très vite, je n'en sais rien. On était pressés d'aller au rassemblement, et nous sommes arrivés au rassemblement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ce matin-là au rassemblement? Un seul SS. J'ai une amie de mon transport, Régine Blumen, qui est de mon transport, et qui le confirme. Vous savez que dans les autres transports, il y avait 2 ou 3 SS qui étaient là pour la sélection. Le 13 février 1944, on ne sait pas pourquoi, il y avait un seul SS qui était là. Il avait une badine, hein, il envoyait à droite, il envoyait à gauche. Alors, à côté de lui, se trouvait tout un groupe de femmes, il y avait 12 ou, je sais pas, ou 10 femmes, je sais pas, je sais pas compter. Il y avait un groupe de femmes qui étaient déjà sélectionnées à côté de lui. Et sur sa droite, stationnaient des camions. Camions qui ils stationnaient les uns derrière les autres. Alors, lorsque nous sommes arrivés à sa hauteur, par miracle, il nous a parlé en français. Un mauvais français qu'on a très bien compris, et il nous a dit, à ces quelques femmes, il nous a dit, ceux qui sont fatigués, montez dans les camions. Montez là-bas. Il nous a fait signe, montez dans les camions. Ceux qui peuvent marcher, restez là. Vous savez, a priori, ceux qui sont fatigués monter dans les camions, ça paraissait sympa, c'était gentil quand même, on peut pas marcher. Eh bien, moi, je me suis dit en moi-même, moi, je suis pas fatiguée, moi, je marche. Alors ça, je saurais jamais pourquoi j'ai pensé ça. Hein. C'est vraiment pas un pressentiment parce que on peut pas imaginer l'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien. Est-ce que j'avais envie de me dégourdir les jambes? Est-ce que je voulais marcher? Je sais pas. Et c'est moi-même, toute seule, je me suis positionnée toute seule dans le groupe des femmes qu'il avait déjà mises de côté. Et le SS ne m'a pas remarqué. La chance a voulu qu'il soit seul, qu'il soit un peu débordé par le tri. Le SS n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. C'est ça toute l'histoire. S'il m'avait demandé mon âge, je ne rentrais pas dans le camp. Je n'étais pas destinée à rentrer dans le camp à 14 ans. Ne rentraient que les adolescents, 15 ans et demi, 16 ans, qui pouvaient travailler. Mais je faisais plus que mon âge. Hein. D'abord, je me portais très bien. Ça faisait 3 ans et demi que je vivais à la campagne sans instruction. Et ce qui m'a sauvée, eh bien, c'est la coiffure de ma mère. La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était pendant les vacances scolaires de Pâques, en avril. Et ma mère m'a dit à ce moment-là,
tu sais, tes petites bouclettes, ça fait bébé, je vais te peigner à la mode. Pourquoi ma mère m'a-t-elle fait une coiffure de jeune fille? Et elle m'a coiffée comme les femmes étaient coiffées à l'époque, avec une petite houppette. Et ça m'a vieilli, ce qui fait qu'elle m'a coiffée comme ça à 12 ans et demi. Quand je suis arrivée à 14 ans, peignée comme ça, je faisais facilement 16 ans. Et c'est comme ça que, par miracle, j'ai échappé à la première sélection de l'arrivée. Donc, l'ESS, je vais y arriver. L'ESS, quand il a continué la sélection, moi, je me suis mis là toute seule, il n'a pas fait attention à moi, il m'a pas remarqué, il a continué à trier les femmes, et quand il a eu, lui, le nombre de femmes qu'il avait, lui, l'ordre de faire rentrer ce jour-là, hein, eh bien, il nous a escortés jusqu'à Birkenau. Alors, Birkenau, ça fait partie d'un sous-camp d'Auschwitz. Auschwitz, c'est le camp principal. Birkenau, c'est le plus grand des sous-camps. C'est à Birkenau que se trouvent les chambres à gaz. Et nous, on arrivait tous, tout le monde arrivait là-bas à Birkenau. Alors, je vais arriver à la question que vous m'avez posée, mais il faut que je vous dise qu'il nous a donc escortés, tout le groupe de femmes que nous étions, et nous sommes arrivés dans une grande pièce. On a marché environ 1 heure. Et les bras ballants, puisque tout nous avait été confisqué à la descente du train. Alors là, arrivé dans la grande pièce, c'est une pièce qui servait après, c'est une pièce qui s'appelait la zona. C'était une pièce de désinfection où de temps en temps on allait être désinfecté. Alors on arrive dans cette grande zona, on arrive par une grande ouverture, c'est-à-dire que les portes de la baraque étaient rabattues, et juste en face, il y a la même ouverture qui donne sur le camp. On arrive là, tout le groupe de femmes, là nous attendent 3 SS. Il y a 3 SS qui sont là, qui attendent, et qui commencent à hurler, il faut se déshabiller, il faut se déshabiller. Il faut se déshabiller. Je peux vous dire qu'on est resté figés sur place. Aucune de nous n'a osé se déshabiller. Vous savez, pour nous, c'était un véritable outrage. Il y a 60 ans, hein, c'est pas comme maintenant, les femmes n'allaient pas se baigner les seins nus, on vivait une autre... Il y a 60 ans, c'est un autre siècle. Nous, se déshabiller nus devant les soldats, c'était vraiment quelque chose de terrible. Donc personne n'a bougé, personne n'a osé enlever un foulard ou une paire de gants. Mais du fond de la salle, on a vu surgir des capots. Les premiers capots qu'on découvrait, elles avaient un brassard, marqué capot dessus, un gourdin à la main, et elles ont commencé à hurler. Elles ont commencé surtout à frapper les femmes qui étaient à côté. Moi, je me trouvais devant, j'ai pas été frappée ce jour-là. Elles frappaient avec les femmes en criant « faut se déshabiller, faut se déshabiller, faut se déshabiller ». On a vu qu'on n'a pas de solution, il va falloir se déshabiller. Alors très timidement, on a commencé à se déshabiller. De cette fameuse ouverture qui donnait sur le camp, sont arrivées des femmes prisonnières, qui venaient pour prendre nos affaires. Alors les femmes qui ont commencé à se déshabiller ont posé des questions, mais où on met nos affaires? Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise. Elles leur ont demandé où on met nos vêtements. Les femmes ne comprenaient pas le français. Le français n'a pas cours au camp, mais elles ont compris la question. Alors avec la main, elles ont montré qu'il faut laisser les affaires par terre. Ce qui fait qu'on a commencé à se déshabiller, toutes nos affaires sont tombées sur le sol. Les femmes ont pris toutes les affaires en vrac, sont allées les trier au camp, elles faisaient partie du commando des effets. Et nous sommes retrouvés complètement nus devant les soldats, mais complètement décontenancés. Alors ce moment-là de ma vie, je ne l'oublierai jamais. Écoutez, j'étais une petite jeune fille, j'avais 14 ans, j'étais formée, j'étais quand même une petite jeune fille, mais pudique et tout, mais les femmes c'était pareil. Écoutez, on savait pas comment cacher leur nudité. J'ai vu les femmes les unes se cachaient les seins, les autres se cachaient le pubis. On était pliés en deux parce qu'on n'osait pas tenir droit pour pas qu'on nous voie. Ça a été un moment absolument horrible. Et on est resté comme ça, complètement nus devant les soldats. Nus et dans le froid, parce qu'avec les 2 ouvertures, il y avait le froid qui s'engouffrait, il faisait terriblement froid. Ensuite sont arrivées d'autres femmes, avec des tondeuses à la main. Chacune avait une tondeuse, et nous avons été tondus de la tête aux pieds. Complètement. Le crâne, les aisselles, le pubis, tout complètement. Pas un poil sur le corps. On est resté encore là debout, toujours debout, puisque encore une fois, il n'y a pas de banc à Auschwitz. On est resté debout. Ensuite sont arrivées d'autres femmes, avec une petite plume à encre à la main et un petit encrier, et elles nous ont tatoué un numéro sur l'avant-bras gauche. Tout le monde, une par une, a été tatoué. Ce numéro, c'est pas n'importe quoi, c'est un numéro par ordre d'arrivée. On prend la suite du convoi qui est arrivé avant, de même que le convoi qui arrivera après prendra la suite de ce convoi. Et ensuite, on nous a jeté plutôt un paquet de vêtements encore humides qui sortaient de l'étuve en espèce de fibrane, pas du tout adapté pour le froid qu'il faisait. Après, on nous a lancé une espèce de paire de chaussures, c'était des sandales,
des sabots, n'importe quoi, sauf des chaussures vraiment confortables, sans s'occuper de la pointure. Ça a été un drame, parce que les femmes, la pointure leur convenait pas. Elles sont allées voir les femmes. Personne parlait français, on les a carrément envoyés promener. C'est entre nous que les femmes se sont organisées pour échanger leurs chaussures. Et après c'était l'heure de après on nous a mis sous la douche. C'est la seule et unique douche que j'ai eue à Auschwitz. Douche glacée. Sans savon, sans serviette, sans rien. Ça, c'était leur désinfection. Hein, ça, c'était la douche avant les vêtements, excusez-moi. Et puis après, c'était c'est au milieu de la journée déjà, on a senti une odeur absolument infâme, c'était la soupe qui arrivait. Alors on nous a distribué une grande gamelle comme ça, on a montré la main et on nous a dit mettez-vous par 5, c'est pour 5, sans cuillère. Alors celles qui avaient vraiment très très faim, elles ont dû laper comme des chiens, mais beaucoup comme moi n'ont même pas goûté à la première soupe parce qu'on avait vraiment l'estomac complètement fermé. Et voilà, et c'est comme ça que se passe la première journée dans le camp. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une bonne demi-journée, tout bascule. Parce que lorsqu'on arrive par cette fameuse ouverture, on descend du train, on arrive de France, on arrive de la liberté, on arrive de la civilisation, on a un nom, un prénom, on ressemble à une femme, on ressemble à une jeune fille, on est habillé correctement. Et quand on ressort de l'autre côté par la porte, par l'ouverture qui donne sur le camp, on n'est plus qu'un numéro. Pourquoi? Parce que le numéro qui a été tatoué sur la chair, dès le lendemain matin à la baraque, on va nous donner chacune notre numéro respectif, un bout de tissu blanc sur lequel est inscrit notre numéro respectif. Devant le numéro, il y a l'étoile de David. Pourquoi? Parce que nous, on est juives, les autres auront un triangle rouge, quoi. Nous, on est juives, alors on a l'étoile de David. Et on devra le coudre immédiatement sur le vêtement à l'extérieur, ce qui fait que l'on porte sur nous notre carte d'identité. On ne nous appellera plus jamais par notre nom, toujours par le numéro. Et c'est là où les filles comme moi qui parlent yiddish vont aider les autres en allemand pour qu'elles connaissent leur numéro, parce que si on les appelle et qu'elles viennent pas, elles se font battre immédiatement. Donc nous sommes arrivés, on nous a fait ressortir de ce côté-là, et nous sommes donc arrivés dans les blocs de quarantaine. Et c'est là, tout de suite, que le soir, lorsqu'on a entendu parler français, quelle chance, on a entendu quelques mots de français, les femmes de mon transport qui sont arrivées avec de la famille ont tout de suite voulu savoir où étaient les gens qui étaient montés dans les camions. Moi, je n'ai pas posé la question. Moi, je cherchais ma mère. J'avais un objectif, c'était retrouver les traces de ma mère. J'étais arrivée seule. C'est assez rare. Généralement, les gens sont arrivés en famille. Donc, les femmes ont demandé aux Françaises où sont les gens qui sont montés dans les camions. Eh bien, sans aucun ménagement, les anciennes prisonnières, je ne sais pas si elles étaient là depuis longtemps, les anciennes prisonnières leur ont dit « Ceux qui sont montés dans les camions, c'est fini ». On n'a pas compris, quelques fois c'est fini. Elles nous ont dit, ici à Auschwitz, et c'est là qu'on a entendu Auschwitz, c'est elles qui nous ont dit que ça s'appelle Auschwitz, parce que c'était pas marqué à la rive. Elles nous ont dit, ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Les gens qui sont montés dans les camions, ils vont directement à la chambre à gaz. Après, après être gazés, il y a des crématoires et on brûle les corps. Écoutez, je peux vous assurer qu'aucune femme autour de moi ne les a crues. On a pensé qu'elles avaient perdu la raison, qu'elles étaient aigries, mais personne ne les a crues sur le moment. Pour nous, ça dépassait l'entendement, mais je vous dirais qu'il nous a toutes fallu un certain temps pour penser que ce qu'elle disait était vrai, parce qu'on ne pouvait pas le croire. Alors on pouvait pas le croire. Je vais vous terminer, vous dire une chose, c'est comment dirais-je, l'historique de mon transport. J'ai fait partie d'un transport de 1500 personnes. C'est un très grand transport. Généralement, c'était 1200, 1100, 1000, bon. Eh bien, ce matin-là, le 13 février, sur les 1500 personnes venant de Drancy, venant de France, ont été sélectionnés pour le travail 210 hommes et 61 femmes dont j'ai fait partie, mais vraiment par miracle. Hein. Je n'étais pas destinée à rentrer dans le camp. Ce qui veut dire que ce matin-là, les 1229 personnes qui sont montées dans les camions du côté des femmes et du côté des hommes ont été gazées à l'arrivée. Et maintenant, en 1945, à la Libération, sur un convoi de 1500 personnes, sont revenus 24 femmes et 18 hommes.
Et vous savez que les années 42 et 43, il n'y a même pas cette proportion. Puisque nous sommes revenus à moins de 3%. Avez-vous tout de suite compris, le premier jour, que l'endroit où vous étiez était l'endroit où votre mère était morte? Je ne savais pas encore que ma mère était morte, puisque dès que je suis sortie travailler dans les commandos et que j'ai croisé des femmes qui avaient des numéros plus petits que le mien, je leur ai posé la question si je peux retrouver quelqu'un de son transport. Elles m'ont tout de suite découragée en me disant qu'elles étaient arrivées en 43, qu'elles étaient très très peu nombreuses et qu'elles ne pensaient pas qu'il restait des femmes de 1942. Malheureusement, elles avaient raison, puisque du convoi de ma mère, une femme est revenue et c'était pas la mienne. Donc c'est petit à petit que je me suis dit c'est pas possible que maman ait tenu le coup si longtemps puisqu'elle était arrivée 1 an et demi avant moi. Mais la destination, oui, parce que on avait l'air de dire dans le camp que les convois de France arrivaient à Auschwitz, oui. Oui, je pensais que c'était la destination. Est-ce que dès les premiers jours, la présence des cheminées vous a frappé? Bien sûr, parce que tout à fait, parce que quand les femmes nous ont dit qu'on brûlait les corps, on les a regardées complètement hébétées, alors elles ont compris qu'on les croyait pas, puis elles nous ont dit, voyez bien là-bas les cheminées qui fument. C'est vrai que de notre bloc, avec les toutes petites fenêtres, en se penchant, on voyait une cheminée qui fumait. Mais pour nous, une cheminée, c'était une fabrique, c'était une usine, on pouvait pas imaginer que c'était un crématoire. D'abord, moi personnellement, je savais même pas que ça existait. Moi, à l'âge que j'avais, j'ignorais totalement qu'il y avait des gens qui se faisaient ainsi. C'est une chose qui... Je ne savais pas du tout. Dans votre bloc, vous étiez la plus jeune? J'ai toujours été la plus jeune, oui. Il y en a, on est plusieurs de sages à être revenus, mais dans mon bloc, dans mon groupe de Françaises, j'étais la plus jeune. Mais les autres étaient très jeunes aussi. Est-ce que la solidarité vis-à-vis de la plus jeune s'est manifestée très, très vite? Elle s'est pas manifestée en général. Mais j'ai une amie en particulier qui a été très maternelle avec moi, Liliane, parce qu'elle était l'aînée de 3 enfants, puis elle devait se douter que ses petits frères si jeunes n'étaient pas rentrés dans le camp, parce qu'il y en avait un de 13 ans, l'autre de 17 ans, et elle avait dû comprendre que le grand avait dû aller avec le petit, quoi, qui s'était pas séparés, donc qu'ils n'étaient pas rentrés. Elle redoutait ça. Mais de toute façon, à part elle qui à son âge, à 18 ans, était l'aînée, non, les autres, c'était pas particulièrement parce que j'étais la plus jeune, c'était une solidarité comme pour tout le monde. Non, parce que finalement, je vais vous dire, j'étais la plus jeune, mais j'étais drôlement débrouillarde, puisque du fait que je comprenais du fait que je parlais le yiddish, au contraire, c'était moi qui traduisais à certaines camarades. Donc là, je ne jouais pas. Vous voyez, je veux dire, là, je ne jouais pas. Mais la solidarité existait. Elle existait entre nous qui parlions le français, puis on s'est attachés les unes aux autres parce qu'on s'est connus dès le départ, on est restés ensemble et on s'est raccrochés les unes aux autres d'une façon incroyable. En quoi consistait votre travail dans les commandos? Le premier commando auquel j'ai été affectée consistait à déplacer des pierres. On allait sur un chantier, il y avait des monceaux de pierres, il fallait les porter à 2 sur un plateau, et on les emmenait à l'autre bout du chantier. Le premier jour, on a pensé qu'on déplaçait des pierres, mais quand le lendemain, les capots nous ont dit que les pierres qui avaient été emmenées là-bas, maintenant, il fallait les prendre sur le plateau et les remettre là où on les avait pris, alors là, on a tout de suite compris qu'on fait un travail qui sert à rien. Et je peux vous dire que de faire un travail fatigant qui sert à rien, c'est pas très motivant. Alors les pierres, c'était vraiment le travail vraiment fait pour nous abrutir, nous empêcher de penser, vraiment le travail qui servait à rien. Ça a duré longtemps? Il me semble que ça a dû durer 2 mois, mais je sais pas. Et après? Alors après, c'était un autre commando qui était censé servir à quelque chose, c'était le commando des pommes de terre.
Alors nous, on a entendu un mot dans l'histoire, pomme de terre, on commençait déjà à avoir très faim, vous savez, on était si mal nourris. Nous, ça a été un mirage pour nous, pomme de terre, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on va pouvoir piquer une pomme de terre et se débrouiller pour la faire cuire. Bon, bah, c'était pas des pommes de terre qu'on pouvait piquer comme ça. En vérité, on arrivait sur un grand chantier. Il y avait dans un coin des pommes de terre qu'on avait enterrées pour les protéger du froid, mais les pommes de terre étaient complètement pourries et gelées. Alors, il y avait une équipe qui les déterrait et une équipe dont je faisais partie qui les triait. Alors, qu'est-ce que c'était les trier? Ça voulait dire qu'on devait mettre dans un baquet de côté les pommes de terre dont on pouvait retirer la moindre parcelle. Si elles avaient 1 centimètre et demi qui est sain, quand on pouvait tirer quelque chose, on les mettait de côté et elles partaient pour les cuisines. Et elles étaient tellement pourries qu'on avait les pouces qui restaient enfoncés. Quand on attrapait la pomme de terre dans chaque main, on avait les pouces qui restaient enfoncés dans la pomme de terre. Et on a une camarade très courageuse, très gonflée, qui a essayé de prendre des pommes de terre et elle s'est fait battre à mort. Et on lui a fait promettre qu'elle ne tente pas, qu'elle recommence pas, qu'elle arrête. C'était quelque chose d'horrible. J'ai cru qu'elle allait rester par terre tellement elle était battue par la capo. De toute façon, ces pommes de terre-là, dans l'état où elles étaient, difficilement transportables, il aurait encore fallu trouver quelqu'un pour nous aider à les faire, qui veuille bien nous les faire cuire au bloc. Mais en tout cas, l'instinct a été de prendre des pommes de terre. Elle est plus là, notre amie. Elle est plus là, Hélène, maintenant. Elle nous a quittés il y a quelques années déjà. Les capots Mais quand je pense à elle, pour tout son courage, ça m'émeut. Alors ça, c'était donc le travail des pommes de terre. On a resté un bon bout de temps à faire ça. Mais je voudrais quand même souligner que pendant des semaines et des semaines avec mes camarades, on a trié des pommes de terre dont on n'a jamais vu la couleur. Parce que c'était une pratique au camp. La capo qui était chargée de servir la soupe, elle avait un grand manche en bois avec la louche au bout. Elle le trempait dans le tonneau et nous on attendait derrière avec la gamelle. Mais il faut savoir qu'aucune capo, ni aucun capot, parce que les hommes nous disent pareil, aucune capo n'a jamais remué la soupe. C'est-à-dire qu'elle servait la soupe comme elle arrivait, légère. Alors tout ce qui était... Les légumes tombaient au fond par le poids. Et c'était pas des légumes formidables, hein, c'était des carottes, des navets, des rutabagas, des choses comme ça, et quelques petites pommes de terre. Alors tout ce qui était épais tombait au fond. Quand elle arrivait, la capo, au fond du tonneau, là où ça aurait pu nous tenir un peu à l'estomac, elle laissait tomber, elle mettait le tonneau de côté et elle entamait un autre tonneau avec lequel elle faisait pareil. Elle ne servait que la soupe liquide. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer? Un bout de chou vert parce que ça flotte. Alors bien sûr, on va nous demander que faisaient les capots avec les fonds de tonneau. Eh bien c'est très simple. La capo, elle avait ses petites amies capots qui n'étaient pas préposés à la soupe, qui faisaient un autre travail, donc elle le réservait pour ses petites collègues. Elle le réservait aussi pour les chefs de bloc, les chefs de baraque, les chefs de baraque qui n'étaient pas des capots, mais qui étaient des prisonnières chefs de baraque. C'est-à-dire que il y avait toute une hiérarchie dans le camp, et elles s'entraidaient, et puis de toute façon les SS le savaient très bien, c'était voulu, et puis c'est tout. Vos capots étaient de quelles origines? Les capots étaient des capots allemandes. Moi j'ai connu que des capots allemandes, que les SS avaient fait sortir de prison. Et qu'on avait fait venir ici dans le camp pour faire pour aider, pour suppléer les SS. C'était des asociales, c'était des femmes qui avaient soit tué, soit volé, soit toutes sortes de choses, quoi. C'est-à-dire que au camp, les valeurs étaient renversées, quoi. C'était les asociales qui étaient en haut du pavé, et nous, les pauvres, on était des sous-hommes, quoi. Tout était à l'envers, quoi. C'était vraiment elles venaient purger leur peine, mais avec un statut dans des bonnes conditions, quoi. On les a fait sortir de prison pour ça, de même qu'on a fait sortir des hommes de prison, pareil, pour en faire des capots. Bon, après, ils ont peut-être eu besoin d'autres capots, ou ils les ont pris, je sais pas. Et nous, c'était des Allemandes. Vous êtes resté à Auschwitz presque un an. 11 mois. Oui, presque un an. Pendant ces 11 mois, est-ce que la vie quotidienne était répétitive dans la mesure où c'était toujours les mêmes gestes qu'on vous demandait de faire et c'était toujours le même emploi du temps? Ou bien est-ce qu'il y a eu, à un moment, une rencontre, un épisode, quelque chose qui fait qu'il y a eu un avant et un après dans ces 11 mois?
Eh bien, écoutez, tant que j'ai travaillé dans les travaux extérieurs, l'hiver était encore là, c'était particulièrement dur. Je peux dire que ce qui nous a sauvés, je dis nous parce que j'étais pas toute seule, c'est les derniers 3 mois où nous avons travaillé en usine, c'est-à-dire dans une usine d'armement. Là, il faisait pas froid et le froid était le pire ennemi. Quand on n'a pas à manger, quand on est mal habillé, on supporte plus mal le froid que... Le froid est terrible. Donc, bon, maintenant, la vie était répétitive. Bon, j'ai fait 3 commandos. J'ai travaillé dans 3 commandos. Les pierres, les pommes de terre et l'usine. Les journées... Oui, c'était assez répétitif. Enfin, disons que c'était de plus en plus dur parce qu'on avait de moins en moins de force. Mais il y a que ce travail à la fin où je peux dire avant et après. Pourquoi? Le reste, pourquoi? Parce qu'on était à l'abri. C'était quoi comme travail? Des armes, des détonateurs pour grenades. Mais vous savez, on n'a pas été fiers quand on a été choisi pour faire ça. On n'était pas très heureuse, hein. Et on est arrivé puisque à chaque nouveau commando, on changeait de baraque. Quand on est arrivé dans la baraque de l'Union, l'Union Verquet, c'est le nom de la fabrique. On l'appelait ça l'Union au camp. Quand on est arrivé, on a entendu des Françaises. Et on leur a fait part de notre désarroi de venir travailler à l'usine. Eh bien, avec quelques mots, elles nous ont réconfortés. Elles nous ont dit, écoutez, vous vous rendez pas malade. C'est pas avec les grenades qui sont faites à Auschwitz que l'Allemagne va gagner la guerre. N'importe comment, l'Allemagne, elle est foutue. Alors, vous serez mieux ici cet hiver que dehors, ça sera moins dur pour vous. Vous voyez, avec quelques mots, elles nous ont enlevé le poids qu'on avait. Est-ce qu'il y a eu un moment au cours de ces 11 mois où vous avez désespéré de jamais en sortir? Moi, personnellement, je pense pas. Ou alors, ça a été très, très court. J'ai eu la chance d'avoir un bon moral. Peut-être qu'il est dû à mon jeune âge. Je crois que quand on est très jeune, on a un instinct de vie plus développé. Je pense 2 choses. Mon jeune âge m'a défavorisée pour les travaux durs. Quand j'étais prise de corvée pour aller porter les seaux de soupe, c'était l'horreur, j'arrivais pas, on était à plusieurs et de mon côté, on n'arrivait pas à décoller du sol. Pour certains travaux, physiquement, ça a été plus dur. Mais moralement, je pense que mon jeune âge m'a plutôt avantagée. Parce qu'on a un élan, un punch, quelque chose d'incroyable. Et puis moi, ça fait peut-être partie de mon caractère, j'en sais rien. C'est ce qui vous a sauvé? C'est le moral. Le moral? Oui, le moral, rien d'autre. Le moral. Le moral, on s'entraidait les unes les autres quand tu n'avais pas quand tu ne se levais le matin, elle fait des cauchemars où il disait j'ai pas de force, on s'en tirera pas. Bon, on lui disait si, faut tenir le coup. Si on nous tue pas, faudra qu'on tienne. Vous savez, il y a une chose dont on avait très peur, c'était les sélections. C'était la hantise. Alors on disait si on nous prend pas en sélection, nous faut qu'on tienne. La sélection, j'ai échappé à la première en arrivant, mais périodiquement, il y a d'autres sélections. Ça veut dire qu'on est regardé nu par plusieurs médecins et c'est eux qui décident si oui ou non on est apte au travail. À ce moment-là, le temps qu'on passe la sélection et qu'on sache si oui ou non si on nous a relevé le numéro, si on va vous relever votre numéro, puisque c'est la seule chose qu'il y a. On est nu, donc on nous relève le numéro, on le met sur une liste et après on vient vous chercher pour aller au bloc avant la chambre à gaz, le bloc 25. On se demande à ce moment-là comment le cœur n'éclate pas, quoi. Ça, c'est une peur bleue. On a une peur bleue des sélections. Et encore, elles ont été plus fréquentes avant que j'arrive. Et les filles nous disaient qu'elles étaient encore plus fréquentes avant que quand je suis arrivée. Et l'appel? C'est pareil. L'appel, c'est deux fois par jour. Alors l'appel, on sort de la baraque en rang par 5, sans être collés l'une à l'autre, parce qu'il faut pouvoir se détacher. Hein. Faut vous nous compter. Ça, on est compté par des femmes SS, des soldats SS. Bon, on nous compte, on est tellement nombreuses à Birkenau, faut que le compte de toutes les baraques soit juste, il faut que le compte global des prisonnières soit juste. Hein. Alors le matin, l'appel n'est pas aussi long que l'appel du soir, parce que le matin, à un moment donné, il faut nous libérer pour aller travailler. Hein. Mais le soir, c'est fini, la journée elle est remplie, ça les dérange pas. Donc le soir, c'est interminable. Et il faut dire aussi que le matin,
il faut sortir les femmes. Si des femmes sont mortes pendant la nuit, il faut les aligner aussi, parce que le compte doit être juste entre les vivantes et les mortes. Nous, on a eu la grande chance de ne pas avoir de camarades qui décèdent dans notre koya. La koya, c'est là où on dormait. Mais si une femme était décédée, la chef de bloc nous aurait demandé de sortir. Bon, ça ne nous est pas arrivé. On n'a personne qui est mort dans la koya. Quand avez-vous su que Auschwitz allait être libéré? Le jour même. Le jour même. On a entendu le canon. Depuis plusieurs jours, on a compris que c'est le front qui se rapproche. Là aussi, il y a eu des bruits. On ne savait pas si les Allemands vont nous emmener, vont nous évacuer, ou s'ils vont laisser aucune trace et faire sauter le camp. Là, on savait pas du tout. On savait pas du tout ce qui allait se passer. Quels ordres ils recevraient. Il se trouve qu'ils ont reçu l'ordre de nous évacuer. On est rentré du travail de l'usine. Et la chef de bloc nous a dit, on s'en va. Elle a distribué le pain qu'on avait chaque jour, la nourriture, la ration. On a piétiné des heures et des heures dans la neige. Il faisait un clair de lune. On voyait comme en plein jour, ce jour-là. Et les chefs de bloc sont allés dans les pseudo-infirmeries chercher les femmes qui pouvaient marcher. Et on a emmené toutes celles qui pouvaient marcher. Malheureusement, elles n'ont pas pu marcher longtemps, elles n'avaient pas de force. Mais eux avaient l'ordre de tout ce qui marche doit partir. Donc ça a pris du temps, le temps d'aller chercher dans les infirmeries, de rassembler tout le monde. Et là, on a pris la route. Et alors l'évacuation, ça a été quelque chose de terrible. On a marché 3 jours et 3 nuits. D'autres ont peut-être, je sais que d'autres ont marché plus longtemps. Nous, on a marché 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ralentir. Hein. On marchait d'un bon pas parce que les SS ne voulaient pas être. Ils savaient que les Russes étaient derrière. Il ne fallait pas lambiner. Il fallait marcher d'un bon pas. Nous, on se trouvait tout avec 1 an ou 1 an et demi de camp. On n'était pas en état de marcher à pied. On était d'abord très très mal chaussés. C'était une horreur. On n'avait pas les chaussures pour la neige. On n'était pas habillés non plus, chaudement. Et on n'a pas été ravitaillés. On ne nous a pas donné à manger pendant les 3 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comme il neigeait, hein, il y avait de la neige propre, la camarade qui se trouvait au bord de la... On marche toujours on est en colonne par 5 pour être compté, et on marche toujours par 5 dans le camp. Toujours en rangée par 5. Alors, elle était au bord, dans le talus, elle ramassait de la neige, et elle nous passait de la neige qu'on mangeait à pleine poignée. On a mangé de la neige pendant 3 jours. La première nuit, on est parti, au bout de quelques temps, on s'est arrêté quelques heures. En vérité, on s'est jamais arrêté la nuit complètement. On s'arrêtait juste quelques heures. La première nuit, c'était dehors. La deuxième nuit, c'était dans une espèce de grange. Et ce qui était terrible, c'est que on n'avait pas le droit de ralentir. C'est-à-dire que il n'y avait pas que les SS à ce moment-là. Il y avait d'autres soldats. Les Allemands abattaient systématiquement toutes celles qui ralentissaient. Alors, quand on voyait une camarade qui commençait à traîner la jambe, qui commençait à être fatiguée, immédiatement, on la faisait rentrer au milieu de la rangée et on la prenait sous le bras et on l'aidait à marcher. On marchait comme des automates. Il y a des moments où les filles m'ont aidé à marcher. Il y a des moments où j'avais récupéré, c'est moi qui les aidais. Mais moi, je suis formée. Je peux dire sincèrement, je vois pas comment on aurait pu faire l'évacuation si on s'était pas entraîné. Je me vois pas seule dans une rangée, déjà ne parlons pas français, parlant une langue étrangère, et que personne ne m'aide, c'est pas possible. On a pu tenir le coup que parce qu'on s'est soutenu. Ça, c'était vraiment la solidarité physique. Vous êtes arrivé où? J'ai oublié de vous dire qu'elle était abattue, qu'il y avait les balles qui sifflaient. Hein. C'était soit abattu à coups de crosse, soit une balle dans la tête. Et on entendait les balles siffler, et au fur et à mesure qu'on avançait, on dépassait des corps qui étaient déjà à moitié recouverts de neige. C'était un spectacle épouvantable. Et on est arrivé, je pense que c'est Breslau, d'après la carte polonaise, Breslau ou l'Oslo, enfin un nom comme ça, environ à 60-70 km d'Auschwitz. C'était une espèce de nœud ferroviaire. Là, il y avait des wagons. On nous a fait monter dans des wagons à plateforme découverts. Et ça a été une chance. Nous, on a eu de la chance d'aller dans des wagons découverts, même si on gelait, même si on avait très froid, parce que comme il a continué de neiger, on ouvrait la bouche et on pouvait avoir quelques flocons de neige pour nous rafraîchir.
Et ceux ou celles qui ont voyagé dans des wagons fermés n'avaient même pas la neige. Là, on avait encore été 2 jours et demi. Ce qui fait que le tout a duré 5 jours et demi. Et on est arrivé à Ravensbrück. Ravensbrück était complètement désorganisé, puisque tous les camps de l'Est étaient rabattus sur Ravensbrück, complètement désorganisé. Là, je suis restée 1 mois, et là, j'ai commencé à être vraiment malade. D'abord, j'ai attrapé les pieds gelés, j'avais des chaussures trop petites. J'avais le typhus qui commençait. Là, ça allait déjà très très mal. Mais j'ai eu une chance inouïe de faire partie. Je crois que c'est environ 1 millier de femmes qui sont parties. Vous savez, j'avais du mal à marcher. J'ai eu une chance inouïe de partir, d'être évacuée dans un train. On est allé dans un train. Dans un train. Si j'étais partie comme d'autres à pied, je ne pouvais pas avancer, j'avais les pieds gelés. Et là, je suis partie en train. On a roulé, je sais pas, environ une journée. Alors ce train, là où on est allé, fait partie administrativement de Ravensbrück. C'est un commando de Ravensbrück qui s'appelle Neustadt. Alors on est arrivé donc à Neustadt. La première nuit, on nous a mis dans une espèce de grange avec de la paille par terre. Moi, j'ai déliré toute la nuit. Et là, mon amie Liliane m'a prise par le bras le lendemain, elle m'a dit il faut faire quelque chose. C'était le typhus qui se déclarait. Alors, c'était pas question de rester, il fallait faire quelque chose. Elle a essayé de me faire admettre à l'infirmerie, et il n'y avait pas de place. Alors, on est retourné le lendemain, une place s'était libérée, qu'est-ce que c'était? C'est une femme qui a dû mourir dans la nuit. Et là, elle m'a projetée dans les bras de l'infirmière. Elle parlait pas l'allemand, elle parlait pas polonais non plus, mon amie. Elle a essayé de lui dire que, je sais pas ce qu'elle a dit, elle a dû lui dire j'étais jeune, je sais pas quoi. Kinder, elle a dû dire. Et la polonaise, c'était donc une infirmière polonaise. Il faut vous dire on se trouve dans un camp qui n'a pas de chambre à gaz. Neustadt, c'est pas un camp de chambre, il n'y a pas de chambre à gaz. Parce que dans les infirmeries d'Auschwitz, les femmes redoutaient d'aller à l'infirmerie, elles tremblaient, elles allaient travailler avec de la fièvre malade, parce qu'il y avait systématiquement des sélections dans les infirmeries. Donc je me trouve dans une infirmerie qui n'a pas de chambre à gaz. Je suis restée dans cette infirmerie, et c'est là que j'ai rencontré, donc, il y avait cette infirmière, Wanda, cette infirmière polonaise qui était là pour fait de résistance, qui s'est attachée à moi et qui m'a soignée d'une façon admirable. Non seulement elle m'a soignée d'une façon admirable, mais je lui dois la vie. Elle a soigné mes pieds. Elle a trouvé des médicaments pour me soigner les pieds. Puis elle m'a donné à manger. Elle était un peu privilégiée en tant qu'infirmière avec sa collègue. Et elle m'a donné de la soupe de pommes de terre. Vous voyez, j'ai quand même mangé les pommes de terre au camp. Mais elle était déportée elle-même? Déportée résistante, non juive. Polonaise. Polonaise. Est-ce qu'elle a survécu? Je l'ai cherchée pendant 56 ans. Parce que je n'avais pas son nom de famille. C'est une épopée terrible. Et quand j'ai eu son nom de famille, on a correspondu un petit peu. Et elle est tombée malade. Et quand je suis allée la voir à Varsovie, à l'hôpital, elle était dans le coma depuis 2 jours. Voilà la triste histoire de Wanda, si fait que j'ai pas pu vraiment lui parler. Mais j'ai entendu sa voix, avant d'être malade, elle a parlé au téléphone, j'ai reconnu sa voix grave, et puis on s'est écrit, elle a fait écrire des lettres, et moi je lui ai écrit aussi, quoi. Enfin, sa famille me dit qu'elle était très heureuse, elle a su que je vivais, et surtout, elle a su que je la recherchais, donc elle a eu cette satisfaction que j'ai fait tout pour la retrouver. Et je suis en contact avec sa famille. Nous sommes en mars 45. Exactement. Vous restez à Neustadt. Je reste à l'infirmerie 2 mois et demi. De la mi-février à la libération. Alors je voudrais souligner que c'est une chose impossible à Auschwitz. On ne reste pas 2 mois et demi en infirmerie. Mais j'ai d'abord la protection de l'infirmière, et puis il n'y a pas de sélection. Et c'est à Neustadt que vous avez été libéré? Les Allemands, le dernier jour d'avril, ont brûlé leurs archives et sont partis. Il y avait un camp de prisonniers juste à côté. Il y avait un camp de prisonniers qui ont aidé les femmes à sortir. Mon infirmière m'a dit au revoir, elle est partie avec sa collègue. Elle n'avait pas la possibilité de m'emmener à l'hôpital. Elle a demandé aux prisonniers d'hier de nous emmener à l'hôpital. C'est-à-dire que toutes celles qui pouvaient marcher sont parties.
d'une façon ou d'une autre, le camp n'a pas été libéré, le camp a été abandonné. Hein. Alors, les Russes, après, sont arrivés, mais les Russes ne sont pas arrivés jusqu'à l'infirmerie. Parce que l'infirmerie, il y avait un muret, on avait mis l'infirmerie en quarantaine à cause de la grosse épidémie de typhus. Alors donc, les Russes ne sont pas arrivés jusque-là. Alors nous, on est restés seuls, on attendait qu'on vienne nous chercher. Et puis, un après-midi, on a vu débarquer trois superbes soldats, immenses, hein, immenses, avec des belles casquettes plates, des beaux costumes. Ils sont arrivés dans l'infirmerie, puis ils ont fait « Hello !» Bon, alors on en a conclu que c'était des Américains. Personne ne parlait l'anglais, malheureusement, personne ne parlait l'anglais. Les Américains ne parlaient que l'américain. Il n'y a eu aucun échange. Ils nous ont regardés avec beaucoup de compassion parce qu'on n'était vraiment pas belle à voir. On venait de nous raser la tête peut-être 15 jours avant à cause de l'épidémie de typhus. On était déjà sans cheveux, puis très maigres, et puis dans un état terrible. Enfin, on était dans l'infirmerie, on était sur des paillasses sordides. Disons que les Américains vraiment étaient très touchés de nous voir comme ça, mais ils ne savaient pas quoi faire sur le moment. Alors avant, ils ont vidé leurs poches, ils ont vidé tout ce qu'ils avaient de leurs poches, ils ont mis sur les chalis, ils ont mis des bonbons, du chocolat, du chewing-gum, et puis ils sont partis. Alors nous, on s'est retrouvés 3 Françaises. Alors nous, on a pensé qu'ils vont prévenir leur état-major, et puis on va s'occuper de nous. Oui, mais les Américains, ils étaient en reconnaissance, ils suivaient leur route. De toute façon, les Américains savaient que les Russes sont tout à fait derrière, et puis eux rejoignaient leur tour. On savait pas, mais on se trouvait juste à la jonction des armées. Juste à la jonction. Enfin, nous, on rêvait qu'on pensait qu'ils allaient revenir. Bon, ben, ils sont pas revenus, on est restés encore seuls, et puis la camarade qui partageait mon chalit, qui était une battante, qui n'avait pas les pieds gelés, elle a dit, ben moi je cherchais du secours parce que personne ne s'occupe de nous. Alors elle s'est dirigée vers la ville, je sais que la ville est à moins de 2 kilomètres de Neustadt, et puis quelques heures après, sont arrivés, mais tout un groupe, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils prenaient toute la largeur de l'infirmerie, sont arrivés les Russes. Vraiment pas aussi beaux que les Américains. On vous a regardé, ils étaient pas grands, ils avaient des petites calots, ils avaient les costumes, c'était pas... On les a tout de suite détaillés, c'était pas les beaux Américains, mais il faut dire que les Russes ne sont pas arrivés les mains vides. Chaque soldat russe avait une brouette, une immense brouette. Ils ont pris 2 filles par brouette et j'ai été libérée en ville en brouette. C'est pas ordinaire, hein. À pied, chaque soldat a pris une brouette, a libéré. Ils n'avaient pas de moyens de. Faut croire qu'ils ne possédaient pas de moyens de locomotion. J'ai été libérée en brouette. Alors on est arrivé en ville. Je sais donc que c'était pas tellement loin. Enfin, eux ont quand même porté 2 filles, même si elles étaient légères. Et on est arrivé en ville, et là, devant une grande bâtisse, c'était l'hôpital militaire. Neustadt, c'est l'Allemagne déjà, c'est plus la Pologne. Et devant le bâtiment, on a vu sortir des blessés allemands, enfin des blessés, pas des blessés sur des civières, hein, des blessés qui avaient des pansements un peu partout. On a vu sortir les soldats allemands et on nous a fait entrer dans l'hôpital militaire allemand, qui avait été complètement dégagé. On est rentré nous, on a rentré d'autres déportés, puisque toutes celles qui étaient venues en brouette. Et j'ai été magnifiquement soignée dans cet hôpital. Et c'est vraiment une grande chance parce que les Russes savaient comment nourrir des gens qui n'avaient pas mangé depuis longtemps. Donc, ils ont instauré toute une diététique. On a eu une soupe épaisse, on a eu des flocons d'avoine, des céréales, des choses comme ça. On n'a eu aucune nourriture solide. On n'a eu que des choses épaisses mais liquides. On a eu des piqûres de vitamines, on a été merveilleusement bien soignés. Et on est resté 1 mois. Et quelques jours avant le mois, la dernière semaine, on est venu nous prévenir. Et on nous a dit, les Françaises, les Belges et les Hollandaises doivent s'inscrire. On va les rapatrier. Et effectivement, quelques jours après, on a vu arriver 2 gaillards, deux Américains, qui parlaient quand même un peu le français. Écoutez, ils arrivent avec 2 camions. Eh ben, nous, on leur dit, nous, on monte pas dans les camions. On monte pas dans les camions. Alors, les Américains ne comprenaient pas, ils parlaient pas tellement le français. Pourquoi? Alors, on leur a dit, nous, on monte pas dans les camions parce que nous, on a été à Auschwitz. Plus d'1 an après,
On était marqués, on n'était pas... Alors, ils n'ont jamais compris, parce qu'on n'a pas pu leur expliquer pourquoi. Ils ont simplement compris qu'on avait peur, et ils nous ont dit gentiment, vous savez, la guerre est finie, hein. On était à la fin mai, la guerre est finie, vous risquez rien, enfin. Et ils nous ont dit surtout, on n'a pas autre chose. Et pas autre chose que les camions pour nous transporter. Alors, on a daigné monter dans les camions, puisqu'on n'avait pas le choix. Mais pour vous dire, la réticence, c'était terrible. Alors, ils nous ont emmenés en camion, on a pas mal roulé, on a passé même une nuit dans une villa abandonnée, une maison abandonnée, et on est arrivé à Lunebourg. Lunebourg, c'était près d'un champ d'aviation. Arrivé à Lunebourg, c'était la zone franco-britannique. Il y avait des Français et des Anglais. Alors là, on tombe sur un major français, très gentil, qui nous ausculte grosso modo, puis qui nous dit: je vais voir si on peut vous hospitaliser, il y a de la place à l'hôpital. Oh là là, on a fait une comédie. On a commencé à pleurer. On a commencé à dire, on veut pas rester en Allemagne à l'hôpital, on veut aller en France. Alors le major nous a dit, mais il n'est pas question que vous soyez rapatriés. Il nous dit, les trains, on ne sait pas combien de temps mettre les trains, vous êtes trop fait, vous ne supporterez pas le voyage. Et puis il nous dit, puis moi je donne pas mon accord. Et nous, on continue à pleurer. Et nous, on veut pas aller à l'hôpital. On continue à pleurer. Alors, quand il a vu quand même que vraiment ça nous tenait tant à cœur, il nous a fait une promesse sans savoir s'il allait pouvoir la tenir. Et il nous a dit, s'il y a un avion disponible qui va en France, en avion, je veux bien. Et voilà. Et quelques heures après, un vieux Dakota canadien s'est posé sur la pelouse. L'équipage est sorti, c'était des immenses garçons encore, mais c'était des Canadiens français, c'était merveilleux. Alors les deux stewards sont sortis, et puis ils nous ont regardés, et puis ils nous ont dit, vous savez, c'est pas confortable, on va vous mettre sur un brancard, parce que c'est un avion de parachutiste. Alors on a accepté, aller sur un brancard, on a accepté. Les infirmières russes, toute la bande russe s'était bien occupée de nous, on nous avait donné des turbans pour cacher notre tonsure, on n'avait pas un cheveu, hein, pour cacher notre tonsure, on avait des vestes propres, on était tout à fait présentables. Alors là, quand on a accepté, on est monté dans l'avion. Je vous raconte le petit fait, c'est marrant, là, on arrive dans l'avion. Au bout d'un moment, un des deux stewards qui vient près de moi et qui me dit, « Vous fumez, mademoiselle ?» Oh là là, moi j'avais 15 ans et demi. J'avais pas du tout envie de lui dire que j'ai 15 ans et demi, quand même, ce beau garçon. Alors, je prends un air assuré, puis je dis, oui, bien sûr. Oh là là. Il m'a allumé une cigarette, c'était des Virginia Players, je revois encore avec le beau bateau dessus, le marin dessus, cigarette anglaise. Il m'a allumé une cigarette, je ne sais pas ce que j'ai fait avec la cigarette, je ne sais pas par quel bout je l'ai pris, j'en sais rien, toujours est-il que j'ai immédiatement été incommodée, j'ai eu une barre à l'estomac, j'avais envie de... J'étais vraiment très très mal, j'ai immédiatement éteint la cigarette parce que j'étais quand même coquette, je voulais pas qu'il voie que je ne sais pas fumer, mais ça a été une très bonne chose, parce que j'ai gardé un tel souvenir de cette cigarette que je n'ai jamais fumé. Vous avez atterri où? Hein? Oui, bah je termine 2 secondes là. Bon, l'avion a continué de voler, c'était pas un avion très rapide, quoi, pas comme maintenant. Et à un moment donné, ce même steward est sorti de la cabine de pilotage, il est venu vers nous et il nous a dit, ça y est, nous sommes en France. Alors, c'est ça le moment de la libération. C'est quand on a réalisé qu'on survole la France. Tant qu'on était en zone russe, on était libre. Mais c'était pas pareil, on est aussi. Mais quand on a... Et ça, vous voyez, c'est vraiment c'est un moment absolument extraordinaire de réaliser que ça y est, c'est fini, on arrive en France. Et donc, on a atterri au Bourget, puisque c'était un avion militaire. On a atterri au Bourget. Au Bourget, il y avait tout un cordon sanitaire. Tout ce qui peut exister comme médecin était là. Et encore une fois, un médecin me dit, eh ben, mon petit... on vous emmène à l'hôpital. Alors je lui dis, ah non, je ne veux pas à l'hôpital. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, je veux rentrer chez moi, je veux savoir si mon père est rentré. Il m'a dit, mais vous n'êtes pas en état de rentrer chez vous. Vous téléphonerez. Je dis, mon père, il n'a pas le téléphone. Il me dit, vous écrirez, mais il me dit, alors là, en Allemagne, il nous a écoutés, le médecin, mais arrive à Paris, il n'y a rien de mieux à faire. Et il y avait juste l'ambulance à côté. Et l'ambulance m'a emmené à l'hôpital Brousset, où je suis restée presque 3 mois. Et pendant ces 3 mois, vous avez eu des nouvelles de votre père? Tout à fait, tout de suite. Tout de suite? Immédiatement,
Il y a des souvenirs comme ça qui vous arrêtent. Une infirmière qui m'attrape, tout de suite, la première chose, elle fait chauffer un bain, elle me met dans un bain, dans l'état où j'ai un bain. Et moi, je lui demande encore, coquette, je suis pas trop lourde, et elle se met à pleurer. Elle me dit, mais non, mon petit, t'es pas trop lourd. Je voyais des choses, on se rend même pas compte, hein. J'étais un poids plume. Bon, alors arrivé à l'hôpital, dès le lendemain, tout de suite, on a prévenu j'ai envoyé un pneumatique à mon frère. Lui, il travaille un pneumatique à mon frère, il est revenu, il est venu, et un télégramme à ma nourrice. Et tout le monde est venu. Ma nourrice, elle a rappliqué à Paris, mon frère est venu. Vous avez retrouvé tout le monde, sauf votre mère. Mon père et ma mère. Mais... J'ai retrouvé un oncle et une tante aussi qui avaient survécu, qui ont vécu cachés à Clamart. J'ai prévenu tout le monde. Mais tout ce que je vais vous dire... Comment je vais vous expliquer ça? La déportation. La déportation, c'est pas le passage à Auschwitz. La déportation, c'est la disparition de mon père et de ma mère. Parce que quand on revient de là-bas, si on a la chance de retrouver soit son père, soit sa mère, on peut se réinsérer normalement. Le plus dur, c'est ça, et je le vois autour de moi, mes camarades, tous les adolescents qui n'ont pas retrouvé leurs parents ont réagi comme moi, et ce sont eux qui témoignent le plus, justement. Un déporté m'a dit, il y aura toujours une différence entre ceux qui ont perdu leurs parents en fumée et les autres. Absolument. Mais il veut dire ça en tant que déporté ou en tant que perdre ses parents de maladie? Non, en tant que déporté. Mais bien sûr, monsieur, mais bien sûr. Mais c'est énorme. À la libération, quand il y a l'euphorie, la guerre est finie, et nous on est là. Attendez, mais je vais vous dire même pire que ça. C'est que ceux qui ont perdu leurs parents en déportation et qui ont été déportés savent par où leurs parents sont passés. Moi, je me dis, ma mère a peut-être été battue, ma mère a peut-être été en sélection. C'est pire. Tandis que pour les autres, ils disent, bon, mes parents sont pas revenus, j'ai perdu mes parents en déportation. Mais jamais, jamais, ils ne pourront imaginer ce qu'était le camp. C'est pas possible, même si vous le racontez. Alors c'est pour ça que pour nous, c'est pire. Parce que peut-être elle a sûrement eu froid, elle a eu faim, elle ne pouvait pas se laver. Enfin, j'imagine tout. On ne sait rien puisqu'on n'a pas les dates de disparition. Même mieux que ça, j'ai eu une histoire terrible, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que ma mère, qui avait 42 ans, n'était pas rentrée dans le camp. J'ai cru qu'elle avait fait partie des gens qui étaient montés dans les camions. Le 30 juillet, le convoi du 27 juillet 1942. Imaginez-vous que j'ai appris dans le mémorial qu'il n'y a pas eu de sélection, que son convoi, tout le monde est rentré. Ça a été horrible quand j'ai su ça. Je ne l'ai pas su tout de suite parce que je n'ai pas regardé pendant des années. Je n'ai jamais voulu savoir l'histoire de mon père et de ma mère. Et puis un beau jour, j'ai su. Et bien ça a été horrible. Parce que je sais qu'ils sont rentrés dans le camp. Non, mon père, je savais qu'il était entré dans le camp. Mais je sais que ma mère est rentrée dans le camp. Elle a donc su ce qui s'y passait. Ce que je ne sais pas, c'est comment elle a disparu. A-t-elle été malade? A-t-elle été sélectionnée? Voilà l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des différences. Est-ce que, après votre retour, vous avez repris le chemin de l'école? Après avoir été soigné? Ça, c'est la grosse question. C'est qu'après l'hôpital, je suis partie 14 mois en Prévent en Suisse. J'avais les poumons atteints. Je suis restée mais j'ai eu beaucoup de chance d'être en Suisse parce que c'était des maisons que Geneviève de Gaulle avait organisées pour les résistantes. Elle a eu la gentillesse, comme toujours, de bien vouloir prendre 3 jeunes filles qui n'avaient pas fait de résistance. On est parti avec, on les a rejoints. C'était formidable comme ambiance, parce qu'on parlait pas du camp, mais elle nous racontait, elle nous expliquait ce qu'elles avaient fait, les missions et tout. Moi, ça a été pour moi une thérapie. D'être en Suisse avec des femmes qui étaient parce que d'abord, j'ignorais tout de la résistance. Les gens qui étaient résistantes, comme ma maîtresse d'école, me l'ont pas raconté quand j'étais à la campagne, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc, je suis restée 14 mois. Quand je suis revenue, c'était septembre 46. Tout était déjà rentré dans l'ordre, tout ce qui avait pu être organisé était organisé. Comment dirais-je, je n'ai pas su, j'ai été mal informée, j'ai pas été guidée, je n'ai pas su, par exemple, qu'il existait l'OSE. À l'OSE, j'aurais pu, si j'en avais été capable, faire des études, ils m'auraient pris. Mais je ne savais pas que ça existait. Alors, j'ai rien su parce que
parce qu'on n'en parlait plus, tout était organisé déjà. Si je m'étais trouvée à Paris 1 an plus tôt, j'aurais peut-être demandé à droite à gauche, j'aurais peut-être su, enfin, je ne l'ai pas su. Les choses étant ce qu'elles sont, je ne l'ai pas su. Donc, je n'ai pas eu de possibilité de reprendre des études. J'avais presque 17 ans, le certificat d'études, point final. Pas de bourse. Quand on n'est pas élève, on n'a pas de bourse. Je vous dirais que rien n'a été fait pour remettre les adolescents dans le circuit scolaire. Ça, rien n'a été fait. Alors, ceux qui avaient le bac, il y a eu des sessions spéciales avec 3 matières. Mais moi, j'étais loin du bac. Moi, il fallait des cours de rattrapage, il fallait que je fasse quelque chose. Ce qui fait que j'ai pas pu du tout reprendre d'études. Et pour conclure, je vous dirais que j'ai fait toute ma vie un travail que j'aimais pas. Une amie de ma mère m'a conseillé, elle a bien fait, elle a mal fait, j'en sais rien, de me mettre dans la couture, de faire des finitions dans la confection. J'avais horreur de coudre. J'ai cousu parce qu'il fallait quand même bien travailler, mais j'ai fait toute ma vie un métier que je n'aimais pas. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ah. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous savez, quand j'étais petite, j'avais pas d'idée. Hein. À la maison, on m'appelait l'avocate parce que je défendais toujours les bonnes causes, mais j'aurais pas fait du droit. Je sais pas, je me rends compte maintenant que je suis en contact beaucoup avec les élèves, ben, je me rends compte que j'aurais certainement aimé enseigner. Certainement, j'aurais certainement choisi ça. Mais je peux pas savoir. Maintenant, je me dis, ça m'aurait plu, mais je sais pas. Vous avez conservé votre numéro de matricule tatoué? Oui. D'autres l'ont enlevé, vous y avez pensé? Oui. Voilà. Moi, j'ai pensé surtout que si quelqu'un devait avoir honte, c'est en tout cas pas moi. Alors, il n'y avait aucune raison que j'enlève. Et quand je voulais pas qu'on en parle, parce que des fois c'était des après-midi ou des soirées où je préférais qu'on m'en parle pas. Ceux qui savaient pas que j'avais été déportée, ça les choquait. Surtout quand j'avais une vingtaine d'années, ils me disaient comment déjà vous avez déporté, mais à quel âge? Bon, je portais du manche long, puis c'est tout. Mais bien sûr, j'ai conservé mon numéro. Très peu l'ont enlevé. À partir de quand vous avez commencé à raconter? Écoutez, quand on m'a posé des questions, j'ai toujours répondu. Mais j'ai jamais répondu longtemps, parce que les gens n'étaient pas prêts à entendre. Les gens, moi, c'était systématique. On me disait, oh là là, c'est terrible, c'est affreux. Et puis c'est fini, l'attention s'en allait. Quand on m'a posé des questions, moi, j'ai toujours été d'accord de répondre. Mais bien sûr, dans les écoles, on nous appelait pas. C'était pas... on ne demandait pas de témoins à l'époque. Moi, qu'à l'époque, j'aurais pas été disponible non plus comme maintenant. Mais enfin, c'est quand même un bout de temps que j'ai arrêté. J'ai pas commencé à témoigner au moment de la retraite. J'ai commencé bien après. C'est-à-dire que ça s'est déclenché avec le premier voyage que j'ai fait à Auschwitz. En 88. En 1988, j'ai accompagné avec un monsieur Kaufmann, j'ai accompagné un des premiers voyages de lycéens, en 88. Avec Poivre Delpech, justement, c'est là que j'ai rencontré Poivre Delpech, il était pas pour un reportage. Et il a demandé aux élèves, au retour dans l'avion, il leur a demandé de donner leurs impressions à chaud, comme ça, sur le camp. Et finalement, il m'a fait des photocopies et je me suis rendu compte que dans leur visite, dans tout ce qu'ils avaient marqué, ce qu'ils avaient beaucoup marqué, c'est la présence d'un témoin. J'avais vu que c'était vraiment important. Ce qui fait que l'année d'après, quand on m'a demandé, j'ai accepté. Mais la première fois, en 88, j'ai pas accepté tout de suite. J'étais très réticente et j'ai pensé que ça serait trop dur d'y aller. Ça me faisait peur d'y aller. C'était tout de même 43 ans après le retour. 88, ça représente 43 ans après. Et l'année d'après, ça a été vraiment très très dur en 88. Qu'est-ce qui vous a décidé à y aller? Parce qu'on m'a dit que ça serait utile. Ça serait utile que j'y aille. Utile pour les autres? Ça serait utile, bien sûr, ça serait utile, oui. Et utile pour vous aussi? C'est Clarcel qui m'a dit, c'est dommage que tu viennes pas, parce que ça serait utile de venir, parce que tu étais plus jeune que les jeunes qu'on emmène maintenant. Alors ce qui m'a décidé, c'est utile. Alors puisque c'est utile, le lendemain je suis allée au consulat polonais pour avoir le visa, puisqu'en 88 on est allé comme ça. C'est tout, c'est le mot utile. Et effectivement, ils s'étaient pas trompés, puisque j'ai vu les copies des élèves. Les élèves étaient très impressionnés par leur visite, mais
ils avaient eu besoin aussi de parler avec le témoin. Après ce premier voyage, vous êtes retourné souvent là-bas? Oui. Après le prochain, oui. Il y a eu des voyages tous les ans. Il y en a maintenant organisés par la région d'Île-de-France. Oui. Il y en a quelques-uns aussi par l'amicale. Bon, l'amicale d'Auschwitz qui s'appelle maintenant l'Union des amicales, mais qui pour moi, pour moi reste toujours l'amicale. Mais l'Union organise des voyages, bien sûr. Puis l'Union organise des voyages avec des professeurs. Ça, j'y vais régulièrement. Avec des professeurs d'histoire. Ça, c'est important. Ça, c'est une innovation de notre secrétaire général, de vouloir former des profs d'histoire. Et il a parfaitement raison, parce que le prof d'histoire qui est venu faire un voyage d'études pendant 3 jours, il n'enseigne plus, il est plus pareil après. Hein. Et c'est lui, et c'est eux, c'est quand même les profs qui sont les vecteurs. Hein. Vous y avez été combien de fois? Oh, je peux pas dire, beaucoup de fois. Est-ce que ça agit, alors, à titre personnel, comme une thérapie ou comme un exorcisme? Non, rien. Rien. Ni l'un ni l'autre. Ça agit comme quelque chose que je dois faire. Je suis vivante, hein, j'en ai réchappé, je dois au moins ça, je dois au moins à tous les disparus, mes parents et les autres, je leur dois au moins que le monde sache, et je trouve que c'est tout à fait, il faut le faire. Mais c'est pas du tout un exorcisme et c'est pas du tout une thérapie. Je n'ai pas besoin de thérapie. Je me rends compte de la chance que j'ai eue de survivre, c'est vraiment, j'ai du rab, hein, j'ai 60 ans de rab dans ma vie, mais c'est pas du tout... non, des fois, c'est même des fois fatigant parce qu'il fait froid, mais je le dois, c'est tout. Il faut que le monde sache que des hommes ont été capables de faire à d'autres hommes, uniquement parce qu'ils étaient nés juifs, tziganes, c'est tout, c'est important que... C'est important en tout cas, c'est très important pour les jeunes. C'est pour ça que, pour moi, mon but, c'est surtout les jeunes. Comment vous réagissez face au négationnisme? Comment je réagis face à ça? Je dis, je sais pertinemment. Pour moi, je suis certaine que les négationnistes, de toute façon, sont des fascistes, sont des nazis. Ils se disent ils savent très bien que c'est vrai. Hein. Alors, c'est parce que eux veulent blanchir les SS, parce qu'ils ont exactement les mêmes idées. Chez les négationnistes, on trouve aussi des gens dans des mouvements, la suprématie de la race blanche, hein, c'est pas, comment dirais-je, ils sont tous racistes, les antisionistes. Les négationnistes, ils sont racistes, hein, c'est pas des idées, je dis que c'est une pourriture, ils sont là pour, enfin, de toute façon, la première fois que j'ai entendu, je ne sais pas exactement quelle année, j'ai eu l'impression qu'on tuait 2 fois mes parents. Enfin, de nier ce qui s'est passé, il n'y a pas de mots, mais ils savent très bien que c'est vrai. C'est un but politique, c'est tout. C'est pas comme si je me disais, ils veulent pas le croire parce qu'ils n'ont pas eu de preuves. Ça bien. Dans chaque pays d'Europe, il manque tellement de gens, ils sont pas morts de la grippe. Dans chaque pays d'Europe, il y a tellement de déportés qui sont pas revenus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est un délit, hein, je considère ça comme un délit. Moi, le type qui est négationniste n'a pas le droit d'exercer. Pour moi, c'est un délit grave. De ce que vous avez vécu, et de ce qui vous est arrivé, et de ce qui est arrivé aux femmes qui étaient avec vous, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a une part d'énigme et de mystère dans tout ce qui est arrivé sur le fonctionnement de l'âme humaine tel que vous l'avez expérimenté? Parce que j'arrive pas à... Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment cette organisation scientifique au service de la mort, j'ai pas compris comment ça peut fonctionner. J'ai pas encore compris comment des architectes qui ont élaboré des plans pour les chambres à gaz et qui ont essayé de faire le plus rentable et le moins. J'ai pas compris j'ai pas compris parce que ceux qu'on touché de près, ça savaient bien quand même pourquoi c'était fait. C'était quand même pas pour des poux, hein. C'était pour des êtres humains, ces organisations. Alors ça, je comprends pas comment ça peut germer dans une tête, Non, je comprends pas. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Pour vous, ça relève de quoi? De la haine? C'est la haine et c'est un plan aussi, c'est un endoctrinage, c'est un endoctrinement. Je voudrais que... C'est un endoctrinement, c'est-à-dire que, bon,
on a fait ça aux Juifs, on a fait ça aux Tziganes, mais attention, il faut bien réfléchir. Si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, d'autres peuples auraient été asservis aussi, puisque le plan hitlérien, c'était de dominer le monde. Et ça, on n'y pense pas, on s'arrête aux victimes. On s'arrête aux Juifs et aux Tziganes et on pense pas plus loin. Pour moi, la Shoah, c'est pas une affaire de Juifs, c'est une affaire humaine. On s'est attaqué à la race humaine, et la race humaine, il n'y en a qu'une. Pour moi, ça a commencé par les Juifs et ça allait plus loin. Vous savez qu'à Auschwitz, il y a tout un coin, à Birkenau plutôt, il y a toute une zone que les Allemands ont surnommée le Mexico, Mexique. C'était un plan d'agrandissement, et ça, le guide principal me l'explique. Il y avait 100 000 détenus à Auschwitz, et eux, ils préparaient l'arrivée ils voulaient doubler, ils voulaient 200 000 détenus. Alors on se pose la question, quelle population on aura amené là-bas? Parce que les Juifs, ils les avaient appris dans les pays qu'ils avaient occupés. Alors, qui les aura amenés là-bas? C'est ce qu'il y a surtout. On a frôlé la véritable catastrophe parce que l'Allemagne a perdu la guerre. Parce qu'avec des idées comme ils avaient, à vouloir la race, puisqu'ils sont allés jusqu'à tuer les infirmes parce qu'ils voulaient la race pure. Même les leurs, ils les ont tués. Alors, c'est ça qui est épouvantable. Faut pas, moi, je me situe toujours au-delà des Juifs et des Tziganes. Bon, d'accord, on a fait ça. Mais, ça aurait continué. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prenne la Shoah comme une catastrophe qui a touché, disons que l'humanité a capoté à cette période-là. Elle est allée en arrière. Elle a vu ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Au sens strict, c'est un crime contre l'humanité. Absolument. Absolument. Je vous dis, puis ça pouvait... Bien sûr, on peut pas faire un procès d'intention, mais si, on a le droit de penser quand même que c'était dans les idées, ils voulaient quand même que l'Allemagne domine. Ça serait pas arrêté là. Ce que vous avez vécu à Auschwitz vous a hanté après, jusqu'à aujourd'hui, tout le temps? Non, pas jusqu'à aujourd'hui, me hanté longtemps, oui, j'ai fait longtemps des cauchemars. Et dans ces cauchemars, quelles étaient les images qui revenaient le plus souvent? Des images ou des bruits ou autre chose? Des images, des flashs. Mais quand je vais à Auschwitz, j'ai des flashs. Moi, je vois pas Auschwitz comme les gens qui viennent visiter. Moi, je vois des groupes de femmes en pyjama rayé, des visages amaigris, des capots qui battent. Moi, j'ai des flashs et c'est pas vide. D'abord, il n'y a pas d'herbe, parce que maintenant, il y a de l'herbe. À l'époque, c'est tellement piétiné. Birkenau, je le vois pas comme ça quand j'y vais. J'ai des flashs comme ça. C'est pas des obsessions, c'est des flashs. D'un seul coup, ça surgit. Moi, la première fois que j'y suis allée, j'ai rien reconnu, parce que d'abord, on a brûlé un tas de baraques. J'ai rien reconnu, parce que c'était au mois de mars, parce qu'il y avait de l'herbe, parce qu'il y avait personne, alors que ça grouillait de monde, parce qu'il y a pas de monde, comment dire, ça criait tout le temps, Auschwitz. Il y avait des coups de sifflet, ça criait tout le temps. Y a-t-il un livre qui restitue à vos yeux la réalité que vous avez vécue? Moi, en tant que femme, je dirais que c'est le livre de Charlotte Delvaux, Aucun de nous ne reviendra. Parce que je peux pas mettre un homme, je peux pas parler du livre d'un homme. Par exemple, Primo Levi, heureusement pour moi, j'ai pas ce sombre. J'ai un autre souvenir que il est tellement noir, le film de. Je me reconnais pas dans Si c'est un homme. J'ai l'impression que pour vous, vous n'avez pas été seulement une adolescente, une juive et une déportée, mais avant tout une femme. Et ça fait une grande différence avec beaucoup d'autres. Ah bon? Oui. Mais une femme n'a pas l'âge que j'avais quand même. Non, mais c'est en tant que femme. Vous parlez de la solidarité entre femmes, oui. Vous parlez du tempérament des femmes, et que ça change beaucoup de choses, même par rapport à Primo Levi. Donc Charlotte Delvaux, est-ce qu'il y a Charlotte Delvaux, j'ai eu la chance de la connaître. Après? Oui, j'ai connu précisément Charlotte Delvaux dans les maisons de convalescence en Suisse. Et après, elle est restée 10 ans à l'UNESCO, et quand elle est revenue en France, on s'est plus quitté. Est-ce qu'il y a un film qui restitue cette réalité que vous avez vécue? C'est difficile un film. C'est difficile de redonner. Difficile un film. Vous ne pouvez pas amaigrir des artistes et les rendre ce que les.
difficile. Bon, il y a des choses, il y a des choses qui sont pas mal. Moi, j'ai trouvé le pianiste très très bien. Mais c'est un autre passage. Le pianiste est très très La liste bien. de Schindler. C'est très bien. La liste de Schindler aussi, c'est bien. J'aurais souhaité que ma mère rencontre un Schindler. Elle aurait été vivante. C'est bien. Oui, c'est bien. La vie est belle. Bah écoutez, moi je vais peut-être vous étonner, mais moi j'ai trouvé bien La vie est belle. J'ai trouvé bien La vie est belle parce que dans la mesure où on le prend pour, il le marque en grand, c'est une fiction, c'est pas une histoire réelle. Mais moi, l'amour de ce père pour ce gamin qui fait tout pour pas qu'il se rende compte, pour moi c'était génial. Je voudrais pas que ça soit la porte ouverte à n'importe quelle comédie, mais il est génial. La petite prairie au boulot. Je l'ai moins ressenti. Et pourtant, c'est l'une des vôtres. C'est-à-dire, c'est une femme qui était au même endroit que vous, qui a vécu les mêmes choses que vous. Je l'ai moins ressenti. Il y a des passages qui m'ont moins plu. Lesquels? Quand elle se terre comme ça toute une soirée, toute une nuit, c'est infaisable ça. Personne ne peut faire ça. Moi j'y vais souvent, jamais j'aurais eu l'idée de faire comme ça. Je sais pas, je peux pas expliquer l'effet que ça me fait. Et puis lequel, et puis autre chose aussi, mais ça va pas rester là-dedans, hein. Si, si. Hein? Si, Vous êtes dur, vous êtes Mais dur. si. Bon, moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est l'histoire avec le restaurant polonais. C'est un peu l'esprit de persécution. S'imaginer qu'on va lui donner de la mauvaise soupe. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu poussé. Il se trouve que je vais en Pologne, que j'ai la chance de rencontrer une famille de gens bien. Il y a eu 3 résistants dans cette famille. Une sœur de Wanda a adopté une petite juive complètement, l'a adoptée. Alors bon, je connais des Polonais qui sont quand même... Alors, et comme moi, je n'ai jamais voulu globaliser, généraliser, je veux dire, donc j'ai pas beaucoup aimé. Je trouve que on pouvait se passer de ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes plus proche de gens qui ont fait des films de fiction et qui n'ont pas vécu ça, que de personnes qui n'ont pas fait de films de fiction et qui ont vécu cette réalité avec vous. Ben, c'est la seule, la petite prairie. Non, mais évidemment, Agnew Kémy, elle est très très bien. Bon. Et Shoah, J'ai pas tout vu. est-ce que vous en avez vu? Bah, si, c'est bien. C'est bien, il a eu beaucoup de courage, il a d'interroger des gens qui étaient à côté et tout. Si, c'est bien sûr. Bah, ça, c'est un classique. Hein. Je pensais bien qu'il soit en petite partie, parce que bien sûr, on peut pas... Mais à une jeune fille qui voudrait comprendre ce que vous avez vécu, vous l'offririez Charlotte Delbo? Charlotte Delbo. Ouais. Charlotte Delbo, excusez-moi, parce que moi, j'ai voulu tempérer. Hein. Moi, j'ai pas voulu écrire toute l'horreur. Parce que ça, après, on peut pas le lire. Hein. Ça s'adresse à des jeunes qui se rendent compte un peu de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas que le camp, il y a l'après de camp. Hein. Mais pour toucher vraiment, Charlotte Delbo, elle touche plus la souffrance dans le camp. Quand on a lu Charlotte Delbo, on sait ce que c'est qu'une femme à Birkenau, la journée d'une femme à Birkenau. Puis elle est arrivée avant moi. Hein. Elle est arrivée en 1943. Vous voyez encore des femmes du camp? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes resté très lié? Écoutez, oui, bien sûr, parce que c'est l'union, mais c'est quand même l'amicale. Tous les jeudis, on se retrouve quand on peut, quand je suis pas dans une école. On se retrouve ensemble, on se parle. On parle pas du camp, mais on parle de nos familles, de nos enfants. Et nous sommes très très proches des enfants c'est comme de la famille. C'est comme de la famille. Mes amis vont me demander des nouvelles de ma fille, comme moi je leur donnais des nouvelles de leurs petits-enfants. Je suis un peu décalée, moi, parce que moi je suis pas grand-mère. Je suis un petit peu décalée. J'étais la plus jeune et j'ai eu ma fille plus tard. Enfin, je suis un petit peu décalée dans la génération. Mais ça n'a pas d'importance. C'est les familles de mes amis, quoi. Oh, oui, on est très, très, très proches. Vous allez souvent dans les écoles pour témoigner? Oui. C'est toujours bien reçu? Vous n'avez pas eu de mauvaise surprise? Très peu. Très peu. Parce que dans les écoles où l'on va,
Les élèves sont préparés. On ne vient pas à l'improviste. Donc, on leur a fait un cours sur l'occupation, le nazisme, la déportation. On ne vient pas à l'improviste. Je ne voudrais pas aller comme ça. Non, jamais, c'est jamais. Alors, actuellement, c'est différent. Depuis 2 ans, c'est tout à fait différent parce que beaucoup ont lu le livre. Ben, quand ils ont lu le livre, les questions sont plus pointues parce qu'ils en savent plus que pendant. Mais j'ai des retours magnifiques, hein. C'est-à-dire qu'il y a dans un lycée où je ne voulais pas aller parce que c'était à Mantes-la-Jolie, j'avais très peur. J'étais pas tranquille, je me demandais qu'est-ce que ça allait donner. Le prof a insisté en me disant, vous savez, ces élèves-là aussi, il faut qu'ils sachent. Ah, j'ai trouvé elle parlait bien. Il faut que tous les élèves sachent. Je suis allée là-bas, il y avait 150 élèves de terminale. L'année dernière, ça s'est très très bien passé. Les élèves étaient très respectueux, les questions très bien. Et quelques temps après, la prof m'a envoyé un CD. Eh bien, j'ai 3 élèves qui ont fait une chanson en rap sur le livre. Alors, si vous trouvez que ça, c'est pas un beau cadeau. Et tous les élèves qui l'entendent disent que c'est formidable. Vous savez, le rap, ça arrache, hein. Vous vous souvenez des paroles? Oui, je me rappelle un peu les paroles. Je sais pas si j'ai pas les paroles sur moi. Non, parce qu'ils m'ont envoyé les paroles à part. Ça dit quoi? Ben, ça raconte tout. Comment j'ai été arrêtée, le voyage, comment j'ai été, ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Non, j'ai pas. D'habitude, j'ai le disque sur moi parce que je passe à la fin. Les élèves l'écoutent et ils l'apprécient énormément. Ben, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le livre est raconté, mais très bien, hein. Les paroles sont très très bien et la musique, elle est très très bien. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me suis rendu compte que je les avais touchés s'ils avaient fait une chanson. Mais je crois qu'ils s'occupent de la déposer. Je leur ai conseillé de faire quelque chose. C'était dommage de la laisser comme ça. Alors ils vont s'occuper de la faire. Ben, j'ai autre chose. J'ai une classe de 3e qui a fait un livre d'après mon livre. En cartonné avec des dessins qui racontent mon livre. Les élèves de 3e. Alors, ils ont fait ça. Donc c'est utile. C'est toujours utile. Est-ce que ce que vous avez vécu n'a pas altéré votre tempérament optimiste? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça c'est la sensibilité plutôt que ça n'a pas altéré, mais je cherche le mot là. Ma sensibilité est encore plus sensible. Je suis plus sensible à des accentué, c'est-à-dire plus sensible plus sensible par exemple aux conditions humaines, plus sensible à la faim dans le monde. Ça, c'est quelque chose que je peux pas admettre qu'au XXe siècle, il y ait des peuples qui meurent de faim. Plus sensible à la liberté, à la dignité. Je supporte pas non plus quand on bat quelqu'un. J'aime bien les films policiers, mais à condition qu'il n'y ait pas de trucs physiques comme ça. Il y a une intrigue, là, d'accord. Mais sans ça, puis alors la violence, je supporte pas du tout. Je suis tout à fait contre la violence, parce que nous, on a assisté à des scènes où des filles se faisaient battre et on ne pouvait pas les défendre. On ne pouvait rien dire parce qu'on avait dit un mot à la capo, c'était nous qui prenions. Alors cette impuissance devant la brutalité, c'est terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, parce que là, si vous voyez ça dans la rue, bon, ben ça y est, vous allez essayer de défendre quelqu'un. Mais au camp, on ne pouvait pas défendre. Quand la capo, elle avait jeté son dévolu sur quelqu'un et qu'elle harcelait de coups, elle devenait comme une hystérique. Alors il y a des choses qui se sont développées plus, quoi. Puis bien sûr la liberté, hein, bien sûr, c'est certain. Apprécier la liberté. Oui, ça a développé des sentiments encore plus forts que tout être humain a.